donc en fait, on a DJ qui est disque jockey, VJ qui est vidéo jockey. Et en fait, les vidéo jockeys, à la base, donc maintenant ça s'est un peu transformé, mais initialement, c'était des gens qui accompagnaient le DJ pour en fait venir mixer en live à côté genre du DJ, donc des visuels sur scène. L'idée, c'est que soit on prépare en fait le show à l'avance, donc par exemple pour Jane, pour Pharrell ou tous ces gros shows, là c'était vraiment millimétré, on préparait tous les rushs à l'avance et en fait on les envoyait dans un ordinateur qui les mixait en live sur scène. Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je vais vous présenter tout de suite les personnes qui sont avec moi ce soir. Bien évidemment notre invitée Delphine, aka Dalcafine du coup. Et du coup Guy Jaune. Et coucou. Salut la commu. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Héliocast, c'est une émission de vulgarisation sur les métiers qui sont liés au design, à la création et aux métiers d'art de manière générale. Ce soir du coup on reçoit Dalcafine, une artiste multidisciplinaire qui fait des projets monumentaux, parce que tu as fait des trucs très gros quand même, on va en parler. Donc que ce soit par la taille ou par les heures de travail derrière. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais Dalcafine, elle a travaillé entre autres pour Mister Oiseau, pour Big Flo et Oli, Jane ou encore Pharrell Williams. Et tu as été interviewée par Antoine Decaune, donc j'ai la pression. Donc, putain, j'avais oublié ça, mais ouais. Putain, t'es allé fouiller. Hein. J'ai écouté toutes tes interviews. Okay. On va commencer par la première question qui est la plus simple. Est-ce que tu peux te présenter et présenter de manière générale ton travail ? Ouais, donc moi c'est Dalcafine, je suis une artiste multidisciplinaire et je vis et travaille entre Paris et Montréal. Donc pourquoi multidisciplinaire ? C'est parce que en fait moi à la base je viens d'un bac art appliqué. Ouais. Donc là voilà, on a vraiment appris la base de l'architecture, du design d'objets, design d'espace, etc. Ensuite je me suis orientée en cinéma d'animation. Donc j'ai fait 5 ans d'études en 2D et en 3D. Et en fait, après, j'ai atterri à Montréal. Et en fait, à Montréal, il n'y avait pas de studio de cinéma d'animation. Okay. Donc, je pense que ma carrière était totalement différente si je n'étais pas partie à Montréal. Et en fait, à Montréal, j'ai commencé à travailler dans le monde du live show. Donc, je suis rentrée dans une agence qui s'appelle Moment Factory, qui existe maintenant à Paris aussi. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à travailler pour le live show, quoi. Donc, à l'époque, j'avais travaillé sur Miley Cyrus, sur Jay-Z, sur des tracks comme ça. En train de citer mes idoles. Ah ouais. Enfin, surtout Miley Cyrus, plus que Jay-Z. Mais... Et puis, et en fait, c'est un peu comme ça que je me suis mise dedans. Mais déjà, en France, avant de partir au Canada, j'avais commencé à faire du VJing. Et du coup, en fait, petit à petit, je me suis orientée dans ce monde de la musique. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai développé mon art à travers plein de supports. Et en fait, au final, aujourd'hui, je reviens un peu à mes sources d'art appliqué, qui était justement, on a un projet, on a une demande, on peut faire une étude de cas, on fait des recherches, comment est-ce qu'on peut développer telle ou telle chose. Donc en fait, j'ai un peu tous mes souvenirs en ce moment, genre qui me reviennent et qui m'aident en fait énormément. Enfin, tout ce que j'ai appris à appliquer au final m'aide beaucoup aujourd'hui dans mon travail qui est multidisciplinaire, quoi. Ouais. T'as parlé de VJing. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que c'est ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup Moi, j'ai appris ce terme avec toi. Je savais pas du tout l'existence. Donc, est-ce que, du coup, c'était une question que j'avais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et l'impact que toi, en tant qu'artiste, tu vas amener dans un concert, par exemple, avec ça ? Ouais. Donc, en fait, on a DJ qui est disque jockey, VJ qui est vidéo jockey. Et en fait, les vidéo jockeys, à la base, donc maintenant ça s'est un peu transformé, mais initialement, c'était des gens qui accompagnaient le DJ pour en fait venir mixer en live à côté genre du DJ, donc des visuels sur scène. Et donc en gros, moi ça m'est déjà arrivé d'être sur scène avec le DJ. Par exemple, je sais pas, on avait fait un show à la Cave aux Poètes à Roubaix avec le motel, enfin toute cette clique-là. Et puis justement, on avait vraiment projeté sur nous et on mixait vraiment en live. Et donc en gros, l'idée c'est que soit on prépare en fait le show à l'avance, donc par exemple pour Jane, pour Pharrell ou tous ces gros shows. Là, c'était vraiment millimétré, on préparait tous les rushs à l'avance et en fait on les envoyait dans un ordinateur qui les mixait en live sur scène. Mais sinon parfois lors des festivals, donc à Dour par exemple ou au festival en Amérique du Nord comme au Cheaga ou quoi, là c'est vraiment on arrive avec notre ordinateur, on se plug et on mixe en fait directement sur la musique au feeling. Et donc, c'est ouf ça. Ouais. Franchement, c'est une pression de fou en vrai quand tu fais ça. Ouais. En fait, ma plus grosse pression c'était pour Mister Oiseau parce que là pour le coup j'étais VJ en live, donc pas sur scène avec lui, mais en face vraiment dans la régie.
Et c'était en one shot, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu s'entraîner avant. C'était vraiment, moi j'ai dû m'entraîner chez moi en fait sur la track qui m'avait envoyé, donc la track qui durait 40 minutes quoi. Et en fait c'était en one shot et si mon ordinateur coupait, les écrans ils s'éteignaient quoi. Putain. Et en fait pourquoi est-ce que oh putain. Et en fait pourquoi est-ce que je dis ça? C'est super important ça parce que un écran c'est ce qui va transmettre de la lumière. Donc si demain on éteint un écran LED qui est derrière, on n'a plus de lumière donc souvent, quand on va faire un travail de vidging, il y a un travail de lighting qui est par-dessus, mais quand il y a du vidging, le travail de lighting est un peu plus bas, parce que sinon, ça rajoute trop de lumière. Donc, c'est vraiment, les choses sont vraiment travaillées et pensées dépendamment à est-ce que c'est que du lighting ou est-ce qu'il y a du lighting et des vidéos en arrière, parce que ça va pas du tout être la même scénographie. Et donc, en gros, si t'es en plein concert comme ça et que tu mixes et que ton ordinateur il shut down, ça m'est arrivé une fois, mais c'était en festival et après, heureusement, on a pu changer ou quoi, mais donc c'était quand même moins important que pour un show quoi. Mais quand ça arrive, oui, ça a comme un impact parce que ça ramène de la couleur, ça ramène de la lumière. Et moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec le vidging, c'est que personnellement, mon premier show que je suis allée voir, c'était Amon Tobin en 2012. Et il avait vraiment une structure avec des cubes, je sais pas si vous avez déjà vu son show Back in the Day, mais en gros ils avaient mappé, donc là c'était vraiment un mix de mapping et de vidging. Donc le mapping c'est quand on vient vraiment mapper à travers un logiciel sur une structure qui existe déjà, et en fait on vient balancer des images en live. Et donc, je me souviens de ce show, il était incroyable et c'était la première fois que je voyais ça en live de ma vie. Et je me souviens m'être dit, mais putain, je commence le vidging tout juste là et c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Enfin, ça m'avait vraiment... Et son show était incroyable et je pense qu'il était hyper en avance, en fait, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, quoi. On voyait quasi pas ça. Mais en plus, je trouve que c'est trop un métier... C'est ce que j'appelle un métier de l'ombre dans le sens où... Quand tu vas à un concert, tu t'attends à avoir tout ça. Genre, ça fait partie du show. Genre, tu t'imagines pas un concert où il y a juste quelqu'un et rien derrière. Ouais. Et en même temps, les gens ne se rendent pas compte en fait qu'il y a quelqu'un qui taffe derrière sur les visuels, même la DA, etc. Et c'est ce que tu disais, en fait, quand il n'y a plus d'écran, souvent c'est utilisé quand on coupe les écrans dans les concerts pour les transitions, pour faire une petite pause, etc. Donc ouais, t'as un impact de fou en tant qu'artiste, en fait. Enfin, il y a quand même une grosse partie du show qui dépend de ce que toi t'as produit, quoi. Oui, alors oui, non, parce que tu vois, par exemple, Jane pour son dernier show ou Claire Luciani là pour son dernier show, c'est que du light et il y a comme une scénographie qui est physique, donc un peu comme un rideau en arrière. Donc là, pour le coup, il n'y a plus d'écran avec des images, donc en fait, on peut revenir à cette histoire, voilà, sur un truc un peu plus classique, on va dire, de la scénographie. Mais c'est vrai que de plus en plus, et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, je pense, en Amérique du Nord et notamment aussi en Asie, parce que tu vois. Tous les groupes de K-pop ou tous les gros shows comme ça, ils ont leur show visuel. Woodkid. Franchement, allez voir un show de Woodkid. Mais lui, ça fait des années qu'il en parle. Ah oui, mais il le fait, lui. Il est voilà. fou. Parce qu'en plus, il est en mode... Mon rêve, Woodkid vient sur l'émission. Et c'est surtout que Woodkid, il a fait une école d'animation 2D à Lyon, en plus. Et je sais plus, c'était quoi l'école? La Martinière. Non, c'est pas la Martinière. Il y a la Martinière, mais je sais plus si c'est celle qu'il a faite ou pas. C'est une autre. Ah, je me souviens. Il y avait des bancs, en tout cas. Mais il a fait une école d'animation et je pense que c'est d'ailleurs pour ça après que j'ai travaillé avec lui, enfin qu'il a voulu intégrer de l'animation pour le show de Pharrell. Mais en gros, c'est aussi pour ça qu'il a cet œil sur la scénographie. Je pense c'est parce que il a un peu un pied dans la musique, mais il a aussi son pied dans le visuel et c'est pour ça qu'il assemble les deux. C'est pour ça que je l'aime. Vraiment, il y a un de ses talks à Motion Plus Design qu'il avait fait à Paris et c'est un régal parce qu'en fait. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Ouais, grave, sur la chaîne de Motion Plus Design. Grave. Trop bien. Hyper intéressant. Moi qui fais pas de motion, j'étais en mode c'est trop intéressant. Bah parce qu'il est vraiment lui en mode ok, j'ai une vision, bon bah je vais le faire moi-même pour que ce soit un peu comme j'ai dans la tête et c'est hyper pertinent. Il y a eu plein de commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent je découvre complètement, c'est fou mais c'est trop cool. La star, elle a déjà répondu à ma question parce que quelqu'un avait posé la question sur un truc auquel t'as répondu. Métier de l'ombre tellement super beau, j'adore le style, etc. Enfin bref, plein de trucs. Quespac dit Emile Cole pour Woodkid, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, exact. Il y a eu une question de est-ce qu'il existe un David Guetta du VJing, genre un VJ qui... non, j'avais pas vu la suite. Un VJ qui ne touche pas son ordi pendant le mix. Non. The shade. Non, enfin, en fait, en soi, à partir du moment où tu mixes, ou en fait, oui, tu pourrais très bien lancer une track, genre une loop d'animation qui dure 1 heure, quoi, si tu veux. Mais en réalité, c'est soit tu travailles sur Ableton et puis donc tu vas rentrer. Ableton, c'est un logiciel du coup. C'est un logiciel donc qui est utilisé dans la musique.
Et en fait, nous, pour Jane, on avait vraiment travaillé avec ça, c'est-à-dire que Jane, à l'époque de son premier album et de son deuxième album, je crois, en gros, elle avait un clavier sur lequel elle lançait ses loops musicales. Parce que quand on regarde, en fait, nous, comment est-ce qu'on a travaillé sur les chansons genre, du premier album, c'était vraiment que on avait analysé tout son album, toutes les musiques, et on avait vu qu'elle avait toujours un refrain, je me souviens plus c'était quoi exactement, comme un pont. Ensuite, et elle a les trucs en reverse d'ailleurs. Parce que dans Makeba, quand on l'a mis en reverse, il y a un passage qui n'était pas en reverse. Parce que j'ai fait ça avec Robin, et on était en mode merde, ça n'a pas marché, ça n'a pas mis en reverse. En fait, si, c'est juste qu'elle a un moment où c'est en reverse de base. Ouais, voilà. Mais désolé, je t'ai coupé, mais c'était. Et donc, en gros, tu vois, elle, ce qu'elle faisait, puis la façon dont on s'est dit que ça allait être plus simple de travailler, c'est de travailler donc, par section. Donc, refrain, verse 1, pont, etc. Et en fait, on a associé chaque loop d'animation à une loop musicale que elle lançait, puisque de toute façon, dans son show, elle lançait la loop musicale en appuyant sur son clavier. Et donc, en fait, en faisant ça, on a connecté son clavier avec un logiciel. Et en fait, avec les techniciens, on a réussi à monter son show comme ça. Et au final, c'était elle qui lançait les boucles d'animation aussi, quoi. C'est trop bien, en vrai, que tout soit... Au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas de décalage et tout, mais... Ça doit être la technique doit être folle, ouais. Sacré schmilblick, du coup, pour tout associé. Penser... Non, mais même, en fait, si on dézoome sur devoir analyser la structure de chaque truc et se dire, OK, donc touche 1, c'est GIF 1, touche 2, c'est GIF 2 et compagnie. Toi, en termes d'export, c'était... En termes d'export, en fait, ça va parce qu'au final, comme c'était genre un refrain ou un pont, ça dure peut-être entre 30 secondes et tu vois, donc c'est pas très très long. Okay. Je me souviens plus si on le lançait en point move ou si on le lançait en séquence PNG. Okay. Mais c'était en séquence PNG, tu vois, à ce moment-là, tu lances la séquence PNG dans Ableton et il le récupère, mais je me souviens plus, c'était il y a longtemps. Okay. Mais en tout cas, je sais que leur ordinateur était vraiment capable, était très puissant, quoi, et puis était capable genre, de supporter tout ça. Puis par chanson, il devait avoir, je pense, 5 ou 6 loops, dépendamment genre, de la chanson et du temps. Donc des loops d'animation. Donc sur un show, nous à l'époque, on a travaillé sur 8 tracks. Donc il y avait 8 chansons qui étaient juste en light et 8 chansons qui étaient en light plus écran. Donc c'était aussi pour faire des respirations parce que quand on crée un show, on va le créer avec un climax. Donc, on va commencer doucement et puis en fait, au fur et à mesure, on va apporter de l'énergie et à la fin, tu balances à fond pour que les spectateurs, pour que les spectateurs, en gros, ils arrivent et puis ils aient comme dans un film quelque chose qui arrive et puis à la fin, c'est genre waouh. Et pour Mister Oiseau, d'ailleurs, j'avais imaginé le show comme ça, vraiment en disant ok, comment est-ce qu'on peut commencer avec une sorte d'histoire. Et en fait, on amène les choses au fur et à mesure. Et puis à la fin, comment est-ce qu'on envoie genre, la pâtée parce que c'est le moment où les gens sont... Ouais, c'est vraiment un travail de narration en fait. Parce que tu vas raconter l'histoire du show avec à la fois les musiques. Mais en fait, je trouve ça hyper riche. Ce genre de taf-là, moi, quand je vais à un concert, genre, typiquement, je reviens sur Woodkid parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. J'y suis allée avec ma mère et ma mère, elle était en mode, mais c'est impressionnant parce qu'en fait, sur scène, il est très bon dans la scénographie pour faire un truc hyper impressionnant, mais très minimaliste quand même. Mais juste son choix d'image au bon moment va faire que d'un coup, t'as l'impression de te prendre un truc en pleine face, plus le son de sa voix où t'es en mode ok, tout fonctionne. Donc non, franchement, impressionnant. Puis tu vois, c'est intéressant que tout à l'heure, tu parles que ça soit un peu comme une histoire ou quoi. Quand je reviens à mon côté multidisciplinaire, tu vois, c'est-à-dire que tout ce que je fais me nourrit, dans le sens où les études en animation que j'ai faites, on a appris genre la cinématographie, on a appris le découpage de plans, comment est-ce qu'on écrit un scénario, etc. Et en fait, souvent je reviens en fait et je replonge dans les choses que j'ai appris pour construire des nouvelles choses. Et donc là, par exemple, raconter une histoire, savoir comment toucher un spectateur, c'est des choses que on a un peu appris en fait à cette époque-là. Donc c'est pour ça que tous les projets sur lesquels je travaille viennent nourrir mon travail de façon générale et je trouve ça trop bien, quoi. Ah non, mais je comprends à 100%. Il y a Cine de Martinez qui dit Quentin Dupieux est sans l'image aussi. Est-ce qu'il avait des exigences pour ses shows Mister Oiseau? Je pense qu'il voulait dire et dans l'image d'ailleurs, vu qu'il fait des films. En fait, Quentin Dupieux, en 2018, j'étais allée mixer au festival de Dour parce que Dour, c'était le seul festival en Europe qui à l'époque ramenait des VJ en fait. En fait, les deux seuls festivals au monde où on mettait les VJ en avant, c'était Dour en Belgique et Oceaga à Montréal.
Et donc, Igloo Fest à Montréal. Donc, c'était vraiment... On était, par exemple, à l'Igloo Fest, on était mis dans le line-up en même temps que les artistes DJ, quoi. Rien que ça, c'est fou, tu vois. C'était incroyable. Genre, en France, ça n'arriverait jamais, tu vois. Ça n'arriverait pas. Alors, ça va peut-être arriver dans les prochaines années, mais vraiment, pour moi, le Canada était précurseur à ce niveau-là. Et franchement, je remercie Igloo Fest parce que c'était les seuls à nous avoir mis en avant. Puis tu parles depuis tout... Enfin, tu l'as dit tout à l'heure que c'est un métier de l'ombre, et c'est vrai. C'est un métier de l'ombre, et souvent, les gens réalisent pas, en fait, tout le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment un travail d'équipe aussi. Et le fait de nous avoir mis en avant comme ça, je trouve ça vraiment extra. Et puis, merci encore à Igloo Fest. Pour Dour, donc on avait aussi une programmation, c'est-à-dire que quand tu arrivais à Dour, dans mon souvenir, tu avais vraiment l'artiste musical qui était nommé, tu sais, genre sur les panneaux. Et tu avais l'artiste aussi VJ, donc ça, c'était trop chouette. Enfin, pareil, j'étais en mode, mais putain, mais qui fait ça, en fait c'est beaucoup trop cool. Et donc, en fait, en 2018, on était venu mixer donc, avec mon binôme de VJ Baby Blaster, donc avec Lou Blaster, qui est une de mes potes et qui a fondé à la base le collectif. Et donc, en fait, y avait 5 artistes qui passaient. Donc, à la base, moi, il m'avait mis sur Diplo. Donc, j'étais en mode, ah putain, trop bien, chambé, je vais pouvoir mixer genre sur Diplo. Finalement, Diplo est venu avec son propre VJ, ce qui arrive souvent aux États-Unis. Et donc, ils m'ont mis sur Mister Oiseau. Et enfin, ils nous ont mis sur Mister Oiseau. Et en fait... comme moi, je l'ai su une semaine avant, je me suis dit, j'adore Mister Oiseau depuis que j'ai 10 ans. Je vais date ça. J'étais genre super fan de lui quand j'avais 10 ans. Genre, ma sœur m'avait offert la peluche de la petite marionnette. Et en fait, limite, j'étais encore plus contente de mixer pour Mister Oiseau que pour Diplo. Ouais. Parce que je préfère la musique de Mister Oiseau. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, genre, je vais me craquer. En fait, pour Dour, on était payé un tout petit cachet. Donc, techniquement, on venait avec nos loupes d'animation qui étaient déjà faites et on ne devait pas faire des nouvelles loupes d'animation. Sauf que moi, je me suis dit, vas-y, c'est mort. J'aime trop Mister Oiseau. En plus, il a un univers iconique donc qui m'inspire de ouf, c'est sûr. Vas-y, je lui fais genre des loupes. Donc, j'ai calé des loupes exprès pour lui. On voit la petite... Ouais. Donc, ça, c'est le show qu'on a fait après. Mais en 2018, donc, j'avais déjà créé des loupes pour lui. Et en fait, dans les gens, il y avait son manager qui, en fait, a vu ce que j'ai fait pour le show. Et 6 mois plus tard, m'a appelé en me disant salut, je suis le manager de Mister Oiseau. En fait, j'ai vu les visuels que tu as fait à Dour. Est-ce que tu es chaud pour faire les visuels de la tournée 2019 ? Non. Oui. Non, et du coup, moi, j'étais là, mais oui, bien sûr, quand vous voulez. Et quelle question Et donc, du coup, en fait, donc là, j'ai rappelé ma pote Louise. Et je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu es chaude qu'on se mette dessus ? On va lui faire des loops et tout. Et en fait, moi, j'avais déjà en tête l'univers de Mister Oiseau est tellement iconique pour moi, que ça soit ses films sous Quentin Dupieux, je les ai tous vus, tu vois, que ça soit ses clips dans les années fin 90, 2000. C'est tellement quelque chose qui a bercé mon enfance que en fait, je savais exactement quoi faire. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu travailles dans la musique, moi, on m'a déjà proposé de travailler pour des artistes dont j'aimais pas le travail musical. Et donc, du coup, j'ai toujours refusé. Ouais. Et pour moi, c'est hyper important de travailler avec des artistes musicaux dont on aime le travail. Et plus tu aimes le travail, plus tu vas mettre de l'énergie, plus ça va se ressentir. Et puis, plus je trouve que les spectateurs vont le ressentir aussi, quoi. Ouais, puis si ça résonne en toi, c'est inspirant aussi d'une forme de manière. Si le travail qu'on te propose, ça va pas te parler, ça va moins t'inspirer... C'est chouette. C'est comme si demain on te demande de faire un motion pour l'extrême droite, tu vois, tu vas pas être à 100%, quoi. Voilà, comparaison est vénère, mais bon, j'ai raté quelques marches là, mais oh non, hein, bof. Bon. C'est vrai que c'est chouette. Mais par contre, je trouve ça surprenant ce que tu disais, que amenez vos travaux et vous louperez un peu, vous ferez mumuse avec vos exports déjà tout prêts. Ça me paraît surprenant parce que c'est selon tes créas et la personne avec qui tu es assigné. Ça peut ne pas matcher du tout. Si vous ne connaissiez pas à la base, c'est... Alors, en fait, à Oshéaga et Ilsonic, qui sont 2 gros festivals à Montréal, moi, j'avais de la chance parce que souvent, j'étais avec les gens qui choisissaient genre les VJ et ils me disaient, tu peux choisir le groupe sur lequel tu mixes. Okay. Donc, moi, forcément, j'allais vers les groupes que j'aimais. Ouais. Alors, c'est sûr que moi, je pourrais pas mettre mes visuels sur du Rammstein, par exemple. Ouais, voilà, par exemple, bien sûr. Donc, en fait, l'idée, c'était aussi par exemple, je sais que l'Igloo Fest, ils faisaient vraiment une recherche pour savoir, OK, tel type de musique, tel VJ, ça pourrait marcher. Bien, ça. Ou alors, par exemple, moi, je sais que Polo & Pan, ils étaient passés à Montréal, je sais plus, en 2018 ou 2019. Et donc, le festival Igloo Fest, donc, qui se passe en plein hiver et tout, donc c'est un délire.
m'avait contacté pour que je mixe. Et donc, moi, je leur ai dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller sur Polo Pan parce que, genre, je les aime trop. Et en fait, ils m'ont dit, bah vas-y, ton univers visuel match trop bien, donc vas-y, on vous met ensemble. Il y a une vraie écoute. Déjà, ils font une recherche qui est quand même fou. C'est ouf. En fait, c'est ouf que ce soit fou, mais c'est quand même fou. Tu vois, genre, je pense qu'en France, on se donne pas autant de. Ouais, c'est vraiment. Bah oui, parce qu'en plus, il y a des sémantiques visuelles et sonores qui se répondent. Enfin, typiquement, Polo Pan, évidemment, c'est ligne droite. C'est Rammstein pour le coup, mais il y en a plein d'autres où tout ça. Bof. Ouais, voilà. Puis un peu casse-tête, quoi. Ouais, et en fait, ça, c'est hyper important. Mais tu vois, que ce soit quand moi, je travaille sur un projet musical ou que ça soit quand on t'associe un VJ à un DJ, il faut vraiment que ça matche en termes de style visuel et musical parce que c'est trop important. Enfin, c'est un peu la représentation visuelle de la musique, quoi. Bah, donc, complètement, tu vois, tu arrêtes une forme physique à quelque chose de... Bah là, on taffe avec un clip avec un copain, et pareil, j'adore sa musique, mais pour lui donner une forme qui est cohérente entre ce que ça évoque et ce que moi je fais, qui est plutôt genre Mimi, et franchement, c'est Hello Kitty ce que je fais en vrai. Lui, c'est un truc genre cyberpunk un peu vénère, et t'es en mode, ok, l'entre-deux, c'est galère. Et justement, c'est un peu challengeant. Mais parce qu'on est potes et que je kiffe aussi, c'est aussi ça, c'est nourrissant de se dire, ok, on va trouver l'algorithme, on va craquer la solution. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est important. Enfin, je rebondis sur le faut aimer les sons avec lesquels tu bosses. Voilà, bisous. Moi, je voulais revenir sur les autres choses que tu fais, parce que là, on a parlé du coup de VJ, mais tu fais aussi plein de choses. Tu fais des murales, tu fais de la scénographie, tu fais du motion design. Tu as même fait des trucs avec des voitures, c'est en train de passer, c'est merveilleux. Est-ce que, du coup, tu touches à beaucoup de choses? Est-ce qu'un jour, quand tu t'es lancé dans tes études d'art, tu t'es dit que tu allais faire autant de choses si diversifiées? Franchement, c'était un peu le rêve d'enfance que j'avais, mais en fait, il faut se remettre dans le contexte que dans les années 90, dans lesquelles j'ai grandi, déjà, j'avais aucune figure féminine à laquelle me référer. Les seules artistes féminines qui avaient marqué mon enfance, c'était Nick Saint-Phal ou Frida Kahlo. Après, il y avait Sophie Calle, si on part dans des trucs un peu plus flyés, en tout cas. Mais en tout cas, dans mon domaine et dans le cinéma d'animation, je n'avais aucune référence, quoi. Et c'est vrai que donc jamais moi j'ai imaginé en fait plus tard avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, quand j'étais petite, que je voyais Daft Punk, les clips de Michel Gondry, ça m'inspirait et je me souviens que je matais les clips à fond sur M6 et je me disais toujours j'aimerais trop travailler là-dedans, mais je sais pas quoi. Et je suis pas musicienne, donc c'est sûr que ça allait pas être dans la musique, mais c'est vrai que, tu vois, je me suis toujours dit, ça serait incroyable de faire ça, mais jamais je pensais que ça allait être réalisable, quoi. Et en fait, là, aujourd'hui, le fait de voir... vraiment, je le dis de façon pas du tout prétentieuse, mais le fait de voir ce que j'ai fait, je pense que demain, je pourrais mourir et je serais OK avec ça. Parce que, en fait, j'ai réalisé plus que ce que tu avais imaginé. Ce que j'avais imaginé de toute ma vie. J'ai déjà coché tellement de cases. C'est trop beau en vrai. C'est trop chouette. C'est magnifique. Vraiment, il y a encore quelques petits trucs qui sont dans ma to-do list. Et ça serait des plus, quoi. Oui, genre faire un carré Hermès, par exemple, si vous m'entendez. Ça, c'est mon rêve depuis méga longtemps. Mais tu vois, par exemple. Parce qu'en plus, ils sont plutôt bons. En général, il y a le motion qui sort derrière. Ouais, ils font des trucs méga stylés. Ils font plein de choses. Motion, ils font des carrés, ils font du visuel. Et en fait, justement, Hermès, ils ont cette ouverture, en fait, surtout pour une maison de haute couture, cette ouverture sur le côté vraiment handcraft et avec plein d'artistes, et je trouve ça hyper moderne comme approche. Il y a Parallel Studio qui fait souvent leur motion. J'ai un pote qui bosse là, je te filerai les contacts. Ouais. On va se débrouiller. Coucou Cameron si t'es dans le chat. Franchement, que ce soit pour du motion, pour une pub ou pour un carré. Ouais, mais grave. En décembre 2025, on va avoir une nouvelle collab, ça y est. Ah, ce serait ouf. En plus, ton univers, on peut le projeter assez rapidement vu qu'ils ont cette palette de styles Hermès qu'ils peuvent proposer. Ce serait hyper cohérent. Ouais, ça pourrait être vraiment cool. Et puis tu vois là, par exemple, donc j'ai travaillé pour la marque Acura, qui est la gamme luxe en fait de Honda. Et donc en fait, c'était aussi un de mes rêves de travailler pour le monde de la voiture. Et là, je suis refaite quoi, parce que genre sur ce projet, je suis trop contente d'avoir travaillé avec une marque de voiture, mais en plus d'avoir fait un vinyle sur une voiture. Enfin, c'était un de mes rêves depuis longtemps. Moi, à la base, mon rêve, c'était de travailler pour la Formule 1. Mais bon, c'est possible, peut-être qu'on verra, mais peut-être dans les prochaines années, ils vont peut-être se développer en Formule 1. Donc, si demain ils me disent, OK, vas-y, tu nous designes une voiture de Formule 1, mais je serais comme une ouf, quoi. La totale casque, vêtements, Formule 1. J'aimerais trop faire ça. J'ai déjà eu la chance de designer un casque pour un gars qui s'appelle Sébastien, Septout. C'est un snowboarder canadien. C'était avec Red Bull.
Et donc, justement, lui était fan genre de Formule 1, donc j'avais designé un casque que j'ai jamais montré d'ailleurs, mais parce que c'était pas trop dans mon style, mais bon, en tout cas, c'était vraiment cool à faire. Et c'était un casque en hommage à la Formule 1 qu'on lui a offert. Et donc, après, il a fait une petite soirée à Montréal et tout, et puis on l'avait montré à ce casque-là. Et déjà, j'étais en mode, c'est trop charmé, quoi. Enfin, travailler pour Red Bull ou la Formule 1, enfin voilà, c'est mon rêve, quoi. Donc, déjà, ouais, quand t'as droppé le post de. Enfin, t'avais fait des stories en plus, un peu en mode. C'est à l'américaine, quoi. C'est vraiment genre plage, palmier, scéno de fou, plus bagnole avec. En fait, c'est ça qui est ouf, c'était que c'était pas juste la voiture, c'est que on a vu des images tout à l'heure, je repasserai un peu, mais t'as aussi pu bosser la scéno, du coup, c'est encore mieux parce que c'est pas juste la voiture dans la rue, ce qui est déjà ultra stylé. Qui est déjà costaud, ouais. Mais genre, en plus, t'as pu t'éclater derrière et donner un fond à ce truc-là. Enfin, fou, et puis les photos que tu poses avec, c'est vraiment genre. Voilà mon univers. Enfin, c'est vraiment, c'est pas juste on t'a filé 3 Posca et t'as gribouillé une voiture, c'est vraiment. Ça a ressenti de l'extérieur. Oh la classe. Entre 2 stories sur la plage avec des palmiers, bah bien joué quoi. Bravo girl. Merci. Ah, vraiment ça tue. Bah, franchement, en vrai, c'était grave cool parce que déjà, à la base, donc le projet, c'était pas de faire une voiture. Mais quand le client, il m'a approché, donc c'est une agence de Los Angeles. À la base, donc c'était pour réaliser une pub, donc on est en train de réaliser qui va sortir bientôt. Et après, ils m'ont dit, by the way, en fait, on va être pendant Art Basel, on aimerait faire promouvoir donc la nouvelle voiture qui va sortir. Donc Art Basel, ça se passe à Miami, c'est un festival en fait un énorme festival, une foire d'art hyper grosse avec plein d'endroits. Puis nous, en fait, on était dans la tente Scope. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire une scénographie, comment on appelle ça, une installation artistique en fait, donc pour mettre en scène la voiture. Et en fait, pendant le brainstorm, le client me dit oui, tu sais, on pourrait aussi faire ça, puis peut-être faire des vinyles pour la voiture. Là, j'ai fait attendez, je vous attends tout de suite. Enfin, je vous arrête tout de suite. Ouais. On va faire la voiture, s'il vous plaît, parce que là, je leur dis mais en fait, c'est mon rêve, les gars. Genre, je crois pas que vous ne me l'enlevez pas. Là, j'ai dit en fait, ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends, et en fait, je suis down pour tout. Puis tu sais, eux, ils testent. Hein, souvent, genre mes clients, ils me disent bon bah, on a ça comme idée. Est-ce que t'es chaud? Et souvent, c'est oui. On y va. Même si je sais pas faire, on va trouver les moyens et on va le faire. Tu vois. Ça, c'est trop bien. Mais hyper stimulant surtout. Bonjour, on a ce support. Peut-être tu connais pas. Oui. Vas-y. Mais en fait, c'est comme ça que t'apprends aussi, c'est d'oser y aller. Et puis, en fait, tu trouveras au moment où faut le faire. Quand en plus, tu as fait un peu de 3D de mémoire. Ouais, en fait, j'ai fait un peu de 3D. Donc là, je m'y remets parce que j'ai vraiment, j'ai appris sous Maya en 2010, genre un truc qui existe même plus. Avec 2 cailloux et un bâton. Et ça a vraiment changé. Donc après, c'est pas. En fait, c'est drôle hein, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais du coup, est-ce que tu l'as mappé sur une voiture en 3D? Et en fait, non, j'ai travaillé full 2D sous Illustrator. Ils m'ont envoyé genre la maquette. Et par contre, les gars, ça a été fait à Los Angeles. Ils ont shippé la voiture à Miami. Mais en fait, ils ont dit on les fait faire chez les meilleurs. J'ai jamais vu ça. La voiture était impeccable. Elle était shiny. Elle était, mais vraiment. Beau, hein, les vraiment. vidéos étaient incroyables. Non, mais au centimètre près, ils avaient mis le vinyle. Moi, je suis une personne très picky. J'aime bien quand les choses elles sont très très parfaites. Et là, et parfois ça arrive que tu travailles avec des gens qui sont pas là, qui ont pas la même vision. Ouais. Et du coup, qui vont peut-être faire ça comme ça, mais en fait toi tu l'as vu comme ça. Et pour toi c'est un détail qui change tout. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Ah voilà. C'est marrant, c'est pas centré dans le format. Non mais tu sais parfois ça peut arriver. Ah bah oui. Moi je sais que ce genre de truc parfois ça me frustre. Et là, ils ont fait ça tellement bien que j'étais en mode wow. Genre quand j'ai vu la voiture, je n'en revenais pas. J'étais vraiment en mode mais c'est pas possible. Et j'ai même comparé avec mon design et j'étais en mode mais vous avez fait ça encore mieux. Et j'étais en mode ouais. Ils nous ont dit non mais on a pris les best des best. Et là j'étais en mode waouh, trop bien. Et c'est pour ça que ça rend bien aussi, c'est parce que genre le travail derrière aussi est incroyable quoi. Ah mais c'est là que tu vois la différence quand tu t'entoures que de gens qui font les choses bien et qui font attention. Parce que c'est un travail d'équipe. Ouais. Et qu'il n'y a pas que moi qui suis genre sur le projet et que si derrière genre le projet est mal installé, bah ça va pas rendre comme toi t'avais au niveau de ta vision. Donc en fait c'est hyper important de prendre des prestataires qui sont capables de traduire ta vision et de la faire trop bien. Puis pareil, on avait un énorme vinyle au sol. Puis ça pareil, il fallait qu'on soit hyper précis parce que c'était vraiment calé. J'avais imaginé genre des espaces où mettre les 2 voitures. C'était un peu comme un chemin pour aller. En fait, on invitait genre les spectateurs à rentrer dans mon monde et à passer à travers les voitures pour ensuite terminer sur une murale. Et en plus, on avait cette fameuse voiture qui était en fait chromée, qu'ils avaient sorti, donc dans lequel genre ma murale se reflétait comme dans un miroir. Wow. Et c'était mais trop beau avec le soleil. Mais vraiment, c'était un projet mais de dingue. Et les photos que tu poses à côté, je suis bah ouais. Non, c'était trop bien. Vraiment magnifique. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais vraiment genre, tu sais, en slip chez moi sur Discord, je suis waouh.
Ah ouais. Ah bravo. Ah merci, non, Non, mais vraiment, vraiment, ouais, c'est très fort. je suis trop contente. Enfin, c'était le projet de rêve. Et puis, aller à Art Basel aussi, ça faisait des années que je voyais ça, que je voulais y aller. Enfin, c'est une rencontre où tu rencontres plein de gens, plein d'artistes. Enfin, et puis même, enfin, puis je sais pas, petit truc perso, mais c'est con, mais ils m'ont fait voyager en business. Et ça, c'était dans ma to-do list quelque part. Genre, un jour, je voyager en business. Je serai invitée et on me respectera. C'est ça. Et puis, en fait, je sais pas, c'était trop bien. J'étais trop contente d'avoir coché genre 3 cases d'un coup en me disant, waouh, trop bien. Et puis, le projet au soleil, alors que c'était en décembre et qu'il faisait froid à Paris. Et, oui, les photos sont. Non, mais vraiment, tu vois les photos, tu fais. Ouais, franchement. Tout a l'air trop bien. En fait, tout a l'air de s'être passé ultra smoothly, quoi. C'était. Ouais, c'était beaucoup de travail. Ouais. En amont, là, c'était beaucoup de stress. De toute façon, quand c'est parfait à l'image, c'est que derrière. Ouais. Ah bah j'ai trébuché, j'ai envoyé ça. Bon. Voilà, puis j'avais une super équipe aussi, j'étais super bien accompagnée. Puis sans cette équipe-là, on n'aurait jamais réussi à faire ça. Donc encore une fois, c'est pareil, quand tu as un film qui sort ou tu as un album qui sort d'un chanteur, on va souvent mettre en avant le réalisateur ou le chanteur, mais en fait, on oublie toute l'équipe qu'il y a derrière et c'est hyper important. Ouais, tu vois, le générique de fin où tu passes très vite, où tu mets en tout petit et du coup, tu peux même pas voir qui a bossé dessus. Ouais. Toi, sur ton style, je voulais revenir un petit peu là-dessus, mais tu as un style qui est très reconnaissable, où on t'appelle majoritairement pour ça. Et du coup, j'ai 2 questions à ce sujet-là. C'est toi, comment t'as fait évoluer ton style à travers les années et est-ce que tu t'es déjà senti bloqué à un moment dans ce style-là ou jamais? Ouais, donc mon style, il a évolué. En fait, j'ai une rupture avec un de mes ex en 2017. Et moi, je trouve que les ruptures, c'est hyper bénéfique parce que ça te fait te remettre en question. Et du coup, ça te fait un peu comme un renouveau. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que du coup, je me suis accordé du temps pour moi pendant cette période-là. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? Parce qu'avant, je travaillais, donc j'ai toujours un peu un petit style pour moi, mais pas autant développé. Et c'est-à-dire qu'avant, je travaillais pour des clients et je pouvais m'adapter à un style. Tu vois, donc on reconnaissait un peu ma patte, mais je m'adaptais. Et en fait, à partir de 2017, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre du temps pour moi. Je vais rentrer à Paris quelques temps parce que j'étais pas mal à Montréal. Et donc, je suis rentrée pendant 6 mois en France, pendant l'hiver, pour me recentrer un peu sur moi-même. Je prenais un peu moins de travail pour pouvoir développer mon univers personnel. Et en fait, j'ai décidé de travailler qu'en noir et blanc pendant une petite période pour me remettre justement avec cette base du dessin et renouer en fait avec ça que j'avais complètement un peu mis de côté avec les années parce que quand tu fais de l'animation du motion, tu le sais toi-même, on peut pas trop aller dans les détails parce que pour l'animer ensuite, c'est compliqué. Ouais, ou alors faut vraiment le penser pour, mais c'est contraignant dans le design, voilà. Du coup il y a un équilibre. On a toujours une contrainte. Et en fait là, je me suis dit, ça fait des années que je travaille pour l'animation et pour le motion, j'en ai marre d'avoir cette contrainte. Là, j'ai envie de partir à fond dans des trucs du style gravure avec plein de détails et tout. Donc là, je suis partie dans un style très noir et blanc. Donc c'était entre 2017 et 2018. Et progressivement, j'ai ramené de la couleur dans ce style noir et blanc-là. Un peu comme si une fois que j'avais bien acquis les bases, je pouvais me remettre à de la couleur. Et en fait, c'est vraiment ces années-là où j'ai développé mon style. Et en fait, en développant mon style, finalement, c'est fou, mais c'est là où ça a commencé à exploser, où les clients ont commencé à venir pour mon style. Et parallèlement, j'ai commencé à refuser de m'adapter à un style qu'on me demandait. Et on m'avait dit, à partir du moment où tu refuses, c'est sûr que tu refuses de l'argent. Donc ça va être un temps donné, mais sur du long terme, tu vas voir que ça va payer. Et en fait, c'est clair, quoi, parce que une fois que tu fais ça et que tu refuses ça, les clients ils gardent en tête que tu veux plus faire un autre style que le tien. Et du coup, en fait, ça envoie une lettre dans l'univers qui fait que, quelque part, on t'appelle pour ce que tu fais. En fait, ça y est, je fais ça. C'est fini l'époque caméléon et vraiment... En même temps, c'est permis parce que tu as affûté aussi un truc qui était abouti. Oui, et puis après, faut pas le nier aussi. Il y a aussi toute l'époque d'Instagram qui est arrivée à ce moment-là, où justement, les gens commençaient... Enfin, je suis aussi arrivée à la bonne époque. Moi, il y a 20 ans, ça aurait pas marché, tu vois, je pense. Il y avait d'autres enjeux aussi dans les process artistiques. Insta, ça fait partie des trucs, mais... Ouais, mais tu vois, grâce à Insta et aux réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plus facile de promouvoir son travail. Même chez les musiciens, tu vois, il y a des musiciens aujourd'hui qui sont même pas signés dans des majors. Avant, tu devais passer par une major. Aujourd'hui, tu peux être découvert plus toi-même. Parce qu'on peut envoyer des bouteilles à la mer beaucoup plus facilement et être visible par une personne qui vit à l'autre bout du monde, en fait. Oui, c'est ça, Et c'est ça qui est génial, c'est que ça t'ouvre des opportunités, en fait, à partir du moment où je pense que tu travailles fort et que tu mets bien en avant ton travail et que tu sais te présenter. Je pense que c'est... Voilà. Il y a plein de commentaires. Alors déjà, il y a Saturne qui te dit bonjour. Ah oui, coucou. Coucou. Et il y a Lisan qui dit, en tout cas, c'est tellement admirable, juste bravo. Celui de Raphaël qui dit, putain, elle tente des trucs extraordinaires, elle prend des risques. Et du coup, elle se demandait si t'as déjà eu des échecs. Mais
On va y venir. Mais enfin. Merci. Mais globalement, les gens sont quand même en mode waouh. Mais du coup, ouais. C'est vrai que du coup, c'est un peu ce que Raphaël disait sur la prise de risque. Moi, je trouve que t'oses beaucoup de choses dans ton travail, du coup, même dans l'évolution de ton style, etc. Oser la couleur, oser imposer son style, savoir dire non, etc. Et du coup, dans une interview, t'as parlé d'une anecdote pour travailler avec Jane. Ouais. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises, mais est-ce que tu peux nous raconter... en fait, t'as osé proposer tes services. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment ça s'est passé? Parce que je trouve l'anecdote beaucoup trop intéressante. C'était trop marrant. On était j'étais chez un pote, je pense que c'était un dimanche, et on regardait le Grand Journal à l'époque. Ouais. Feu, le Grand Journal. Et en fait, comme on était au Canada, on le regardait en rediff. Forcément, on peut pas le voir en live. Et donc Jane passe sur le plateau du Grand Journal, et en fait elle avait des visuels en arrière, parce qu'il passait genre des visuels sur les écrans. Et là mon pote il me dit mais putain, mais en fait Delphine, ton univers maturait, parce que je faisais déjà du VJing à l'époque. Il me disait mais putain, ton univers maturait trop bien que son univers, vas-y, contacte-la, genre. Et donc en fait j'étais là, ouais vas-y. Donc là je sais pas comment ce que je fais pour trouver l'adresse de son manager de l'époque. Et donc voilà, et en fait son manager m'a répondu même pas 24 heures après, genre ok, je t'appelle demain. Donc ok, j'étais en mode bien joué. Trop bizarre, surtout qu'à l'époque j'étais super jeune, tu vois. Puis c'était aussi une époque, encore une fois je reviens en arrière, mais en 2016 faut revenir avec l'époque. C'était rare que des gens dans l'art travaillent avec des grands noms. Ouais. Aujourd'hui, faire des collabs avec des marques, c'est normal. Ouais, c'est devenu normal. Oui, c'est même plutôt la méta, en fait, maintenant. Voilà. Mais à l'époque, c'était extrêmement rare. Donc, en fait, moi, que ce gars-là me réponde, jamais j'aurais cru, tu vois. Et en fait, donc on s'appelle, et je sais que ce qui a joué en ma faveur, c'était que j'avais travaillé pour Pharrell et Major Lazer. Oui, j'avoue que ça te fait quand même il y a un petit CV en place. Bac. Parce qu'il faut pas oublier qu'en France, quand même, à la différence de l'Amérique du Nord, c'est que les gens, ce que je remarque, font difficilement confiance. Ouais. Surtout quand on est jeune. Surtout à l'époque, quand on était une femme aussi, je trouvais. Ouais, encore maintenant. Ouais. Mais en tout cas, je trouvais que voilà. Et puis donc, et lui m'a clairement dit, bah voilà, sur ton CV, j'ai vu Major Lazer, j'ai vu parce que lui il était fan de Major Lazer, il voulait vraiment, enfin voilà. Et Pharrell, donc tout de suite, c'était des gros noms à l'américaine, et donc il me disait, bah en fait voilà, si t'as travaillé pour eux, bah en gros, c'est qu'on te fait confiance, quoi. Et donc, mais il me faisait confiance, mais pas à 100%. Mais quand même, testons. Puisque moi, j'ai dit direct, bah moi, je veux faire son show. Ouais. Parce que j'avais déjà travaillé donc pour des shows. Et il m'a dit, ouais, mais on te fait confiance, mais, le fameux mais. Et donc là, c'était en mode, bah, on va d'abord te faire un test sur la lyrics vidéo de Makeba, qui doit sortir donc dans un mois, je crois, c'était. Et donc là, je me suis dit, bah, vas-y, bah, je vais tout donner pour leur prouver un mois, ça peut vite arriver short, s'il faut faire valider les storyboards et compagnie. Ah bah, je crois que j'ai fait l'anime en 4 jours. Un clip de 4 minutes, j'ai pas dormi. Non, mais il faut vraiment que je vous raconte, genre, ce délire-là, mais c'était non, mais même Pharrell, genre, à l'époque, j'avais bossé comme taré, genre. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, bah, je me suis dit, bah, moi, je vais pas me laisser démonter. Moi, je veux faire le show, c'est ça que je vise. Ouais. Donc, je vais essayer de leur faire un truc craqué. Et j'avais jamais fait de lyrics vidéo. J'avais failli en faire une pour Pharrell qui m'avait contacté à l'époque, mais j'avais pas eu le temps et tout ça. Et donc finalement, bah en fait, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux mettre en scène des lyrics vidéo? Là, j'avais tapé lyrics vidéo sur Internet, et c'était aussi l'époque où il y avait que des lyrics vidéo méga moches. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était juste un très bien. fond Windows 98 avec genre avec les lyrics, genre qui la étaient typo tapés, jaune qui. Ah ouais. Ouais, limite en comics sans vraiment ça te criait dessus. C'était horrible. Et en fait, bah moi, je me suis dit, mais attends, mais je viens du monde du cinéma d'animation, je ne peux pas faire ça. Enfin, si on me paye pour faire ça. Je fais de l'illustration, je fais de l'animation, donc voilà. Après, franchement, honnêtement, je crois que j'avais 2 semaines pour faire du mood board jusqu'au rendu genre de l'animation. Donc, tu sais, ça du 4 minutes. 4 minutes, ouais. Ce qui est gros des zooms pour les gens potentiellement, c'est très court. C'est énorme. C'est extrêmement court. En fait, il faudrait regarder sur YouTube combien de temps dure la chanson. Là, elle est en train de passer. Je l'ai pas mise en intégrale. Elle était très longue. Mais ouais, elle était très très longue. Déjà 4 minutes, c'est long pour un clip. Je me demande si elle est même pas plus longue. Et en plus de ça, comme une grosse débile, j'ai fait de l'animation traditionnelle. Et donc, j'aurais dû faire du motion à 100%, mais j'ai fait aussi de l'animation traditionnelle, donc dans les textes qui apparaissent et tout. Enfin, j'ai vraiment voulu me craquer, mais tu sais, quand on est jeune, souvent, tu fais des trucs que tu réalises pas. Et après, tu comprends avec l'âge. Je remets ça comme ça, les gens voient ce dont tu parles en même temps. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, c'était. Bah après, voilà, tu testes et tout, et c'était trop bien. Mais par contre, donc entre le mood board, tu sais, donc t'envoies le mood board,
t'envoies ton idée, ensuite t'envoies le design. Moi, j'ai eu de la chance, tout a été validé quasi Ouais. à 100% tout le temps. Oui, enfin, en même temps, le taf est genre est ouf. Ouais, mais tu sais pas, tu sais, parfois Oui, ils oui. peuvent. Et en fait, je crois que j'ai eu quasi aucune retake. Et mais par contre, genre, j'ai passé du temps et il y a comme mon ex qui avait travaillé un peu, qui m'avait aidé sur quelques trucs d'animation, parce que vraiment à la fin, il voyait que je dormais plus, et c'était l'enfer. Mais bon, et je me souviens d'avoir envoyé genre le point Move à Sony Music. Donc je l'ai envoyé à 3h du matin. Eux, ils l'ont reçu du coup à 9h du matin. Je suis partie me coucher. J'ai fait, je regarderai demain en me levant. Puis en fait, je sais pas, j'ai dû me réveiller à 9h parce que j'étais quand même un peu stressée. Ouais. Et là, j'ouvre mes mails, ils me disent « Oh putain, c'est incroyable, on a trop aimé, on s'attendait pas à ça. » et tout. Yes. Ouais. Et là, j'étais vraiment en mode oh, « Mais trop bien !» Enfin, et en fait... J'ai le droit de manger. Non, c'est vrai. Et en peux fait, vivre. là, j'ai comme toute ma pression qui est redescendue. Et en fait, je me suis dit « Putain, j'ai pas bossé comme une ouf pour rien. » Et ça a payé. Et en fait, ils étaient tellement contents que ensuite ils m'ont dit « Ok, on te fait bosser sur d'autres lyrics vidéo entre-temps, mais après, on te fait le show, quoi. » Et Trop là, bien. je l'ai atteint. Enfin, j'étais trop contente. Et en fait, pour Mister Oiseau, c'était aussi un peu ça. Le fait d'avoir travaillé à fond, Mm, le fait de m'être fait rappeler, bah après quand on m'a dit, il y avait pas beaucoup de budget sur le show de Mister Oiseau, même c'était très très petit, mais je me suis dit quand même pour ce budget-là, vas-y, genre je kiffe trop ce qu'il fait. Enfin et puis après c'était aussi peut-être faire la tournée avec lui. Mm. Et donc moi clairement c'était ça mon but, donc je me suis craquée. Et en fait genre je me souviens quand on a fait donc le show, donc c'était le dimanche soir. C'était la dernière scène, à la dernière heure, c'était la clôture du festival. Donc voilà, moi j'étais méga stressée et tout, genre j'avais pas dormi la veille tellement j'étais là, faut pas que ça foire, genre si mon ordinateur il crache, enfin genre tout le monde va le voir et tout, donc full pression. Ouais. Et à la fin genre du show, son manager vient me voir et me fait putain, genre tu m'as surpris. En fait, il s'attendait pas à ça. Ouais. Et il m'a dit putain, enfin il m'a dit un truc du genre ah je pensais pas que la petite elle était capable de faire un truc pareil quoi. Tu vois, et en fait, à chaque fois, je suis toujours étonnée quand on me dit ça. Parce que c'est en mode, mais en fait, c'est pas parce que je suis une fille plus jeune que Non, mais je c'est suis ça. nulle, tu vois, mais Le classique. ouais, c'est ça, genre, c'est quoi la vision que t'as de moi? Mais au final, j'étais trop contente parce qu'ils étaient hyper surpris, et puis ils pensaient pas que que ça allait être à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, moi, c'est ces commentaires qui me font trop du bien et trop plaisir parce que ça veut dire que t'as rempli ton objectif, ça veut dire que tu t'es donné à fond, pas pour rien aussi. Et puis ça a été validé pareil du premier coup avec Mister Oiseau. Enfin, même quand on leur a envoyé genre les animations, ils ont dit oui direct, on a eu 0 modification. Enfin, et voilà. Enfin, je trouve que comme quoi genre le travail ça paye aussi quoi. Et aussi quand tu mets du love, tu vois, Oui. je trouve que tu transmets ta passion. Mm. Et je pense que ça se voit. Et donc voilà. Moi, je pense que c'est ça sincère, se voit quoi. instant. Ouais. Et alors, on va juste souligner le fait que surpasser les attentes qu'on a sur toi, c'est pas banalisé, hein, c'est exceptionnel. Ouais. C'est genre, non, vraiment bravo. Je suis un peu fan, du coup, je Non, vais mais il y a juste. plein de gens qui font ça. De toute façon, Enfin, je sais pas, t'as du deux tout, fans ça, à côté là. Il y a pas mal de fans dans le chat déjà. Non, mais c'est Bonjour vrai. Madjar, enfin, bonjour, bonjour Denis. Il y a Adrien qui dit GOAT. Mais Bien oui. sûr. Non, mais Faire complètement. des cas avec les doigts. Puis c'est aussi important côté client, des fois, de juste dire quand t'es content et quand ça va plus loin que ce qui est Grave. prévu, mais vraiment. Mm. Enfin, ton taf, il tue, quoi. Moi, je t'avais découvert, du coup, à IF, quand Oui. on s'est enchaîné sur les conférences. Ouais, ouais, ouais. J'étais bien content d'être passé avant. Parce que t'es arrivé le soir en mode, bon, bah, vas-y, je fais ça. Cool. Non, vraiment, Oh bordel. Bam. Ah, c'est gentil. Mais moi, je t'ai découvert vraiment par hasard et je suis trop contente. Je suis allée à Montréal à peine 1 jour et demi, 2 jours. Mm. Et je voulais aller dans le Miles pour parce que je savais que c'était le quartier artistique, qu'il y avait des fresques de partout, etc. Ouais. Je tombe sur une fresque que je trouve dingue, je la prends en photo et du coup je vois la signature, je me dis faut que j'aille voir tout de suite ce que fait cet artiste. Et en fait c'est comme ça que je t'ai connue, donc c'était en 2021 ou 2022. Ouais. 2022. Et ça devait être un an après. En fait je suis allée en août 2022 à Montréal, donc ça devait être Ouais, c'est ça. ça devait être frais. Ouais, elle avait 1 mois et demi. Et j'étais vraiment en mode, ok, cette avait encore peinture est l'odeur. absolument dingue. Et c'est comme ça que je t'ai connue. Et du coup, j'étais contente parce que de plus en plus, maintenant, quand je découvre des artistes, c'est surtout par Instagram, des gens qui m'envoient des trucs. Et du coup, je découvre souvent par Instagram. Et du coup, je trouve que tu perds un peu ce truc, de voir un truc en extérieur où vraiment ça te fait un impact de fou parce que c'est sur un mur et que c'était vraiment immense. Et genre, j'étais trop contente. Et du coup, bah, je suis trop contente de faire cette interview. Merci. Mais tu ouais, vois, non, justement, genre cette murale, c'était ma première aussi que Ouais. je faisais à Montréal en extérieur. Ouais. Et pareil, je me Essayez suis de donné, retrouver. pareil, donc j'ai fait des erreurs monumentales sur cette murale, c'est-à-dire j'ai mis trop de détails. À la fin, comme en fait il a plu pendant cette période-là, on avait 10 jours pour travailler dessus, et puis donc ça nous a réduit le nombre de jours. Et donc en fait, j'avais mis tellement genre de détails que après j'ai regretté.
Ouais. Parce que là, j'ai genre réalisé qu'en fait, plus tu mettais genre de détails, plus c'était compliqué à peindre. Ouais. Puis moi aussi, je fais du lining avec des outlines noirs. Et ça, c'est d'autant plus compliqué. C'est celle-ci. Oui, parce qu'en plus, il faut que ce soit Pas régulier, les celle-ci. contours. Juste après Voilà. celle-ci. C'est ça. C'est pas du Illustrator. Donc Celle-ci. là, Ouais. il faut le faire à la main. Souvent, il y C'est a vrai qu'elle tout est qui full bave. détail, celle-ci. Hein. Full de détails, Oh. mais en même temps, comme c'était ma première, exactement comme pour Mister Oiseau, pour Jane, et ben je me suis dit, je m'en fous, genre je vais me craquer parce que c'est ma première et je veux montrer que voilà. Et en fait, ce qui était trop bien avec cette murale-là, c'était que j'avais carte blanche. J'avais quand même envie de transmettre une énergie parce que c'était pour une marque qui s'appelle Gourou, donc qui est le Red Bull québécois. Et donc j'avais quand même envie de transmettre cette idée d'énergie et de dynamisme. J'avais envie de montrer mon côté passion pour la vitesse, pour le drift, avec une femme qui conduit une voiture. Je trouvais ça trop badass. Et en même temps, j'ai créé un tigre en haut à gauche parce que voilà, c'est Incroyable un peu, ce tigre. C'est un peu la figure Marque de que, fabrique. j'aime bien. Et j'aimais bien l'idée que le tigre soit tourné vers la rue. Parce que justement, ce que j'ai pu apprendre aussi en scénographie et en mapping, et là encore une fois, connexion avec tout ce que je fais, c'est que on travaille toujours par rapport à un support. Ouais. Donc c'est comment utiliser l'architecture d'une scène ou l'architecture d'un écran ou l'architecture d'un mur pour créer quelque chose qui fasse du sens. Et donc là, vraiment, j'ai vu genre le mur. Je me suis dit, là, il y a la rue. Moi, j'ai envie que le tigre, il invite les gens à venir, parce qu'en fait, c'était un peu dans un parking. Donc, comment inviter les gens à venir voir la murale en face? Donc, peut-être mettre le gros tigre sur le côté. Et ça marche de ouf. Parce que moi, j'étais de l'autre côté. Et j'ai fait, attendez, on traverse. C'est ça. J'ai une photo, j'ai vraiment, littéralement, elle est encore dans mon tel. J'ai une photo de la fresque dans mon tel. C'est incroyable. Il y a il y a Saturne qui dit, est-ce que tu fais toujours tes murales en full pinceau? Alors oui. Après, en 2023, j'ai fait la plus grosse murale que j'ai jamais fait à Montréal pendant le festival mural aussi. Et là, pour le coup, je me suis confrontée à un mur qui était horrible, genre avec des grosses craques, comme on dit au Québec, enfin vraiment des trous. Le mur était dégueulasse, la brique hyper abîmée. Et en fait, pour faire les linings, comme le mur était immense, tu sais, d'habitude, pour la murale que tu as vue là, peut-être que l'épaisseur de mon trait était comme ça, sauf que là, comme le mur est gros, l'épaisseur du trait était comme ça. Ouais. Donc là, le faire avec un pinceau, c'est plus galère. Et puis même, dès que tu vas dans les craques, en fait, ça fait couler. Ouais. Enfin, ça, c'est le truc que tout le monde sait quand il peint, mais dès que tu commences à rentrer dans des zones où c'est creux, ta peinture commence à couler, c'est une catastrophe. On se sait. Et donc, en gros, l'idée, c'est que là, je me suis dit, OK, je vais apprendre à faire de la canne. Pas le choix. Et là, pareil, j'ai dû apprendre sur le tas. Parce que moi, j'avais jamais... c'est hyper dur, en fait, de faire de la canne. Il faut être hyper précis, il ne faut pas trop appuyer. Qu'est-ce que la canne, pour les gens qui nous regardent? Donc, c'est la bombe, comme on appelle ça en France. Donc, c'est la bombe aérosol. Et en fait, donc c'est vraiment ce que font les graffeurs de base. Et en T'as gros, jamais skaté, toi? Passer la bombe? Je rêvais de skater, mais... C'est vrai que les premières fois où tu prends la confiance, parce que t'as tapé 2 au lit et que t'as une bombe, et t'es en mode, c'est de la merde. Mais en fait, la bombe, en fait, moi, je sais mal m'en servir. Après, j'ai très peu testé. Mais tout de suite, je fais soit couler directement là, soit, c'est de la merde. En fait, c'est une question Faut vraiment de que vitesse, c'est une question de comment t'appuies, c'est une question de est-ce que t'es proche du mur ou pas. Donc, inclinaison, plein de paramètres. ouais. C'est plein de trucs et à chaque fois, j'ai eu personne pour vraiment me montrer. Du coup, je testais des trucs, mais vu que c'était pas pour des fresques, c'était pour des trucs complètement random. Il n'y avait pas besoin de cette précision, donc j'étais vraiment en mode YOLO. Et justement, moi, j'ai eu de la chance, c'est que donc, pour faire les murales de grosse envergure, souvent on est avec des assistants. Et là, j'avais 2 assistants. Et là, moi, j'ai dit à la prod, je veux des gars techniques. Déjà, il y avait un gars qui avait fait la murale que j'avais faite pour Ubisoft. Et j'ai dit, je veux lui parce qu'on s'entend trop bien. Et c'est aussi important d'être avec des gens avec qui tu t'entends bien parce que tu passes 2 semaines H24 avec des personnes à écouter de la musique. Donc, il faut vraiment que tu t'entendes. Et en plus de ça, donc moi j'ai dit, là le mur il est méga technique, il est hyper grand, on a 2 semaines max pour le réaliser, c'est un projet d'envergure. Donc j'ai dit, il me faut quelqu'un qui gère la canne et qui me la prenne. Ouais. Et au final, il m'a tout montré. Donc, et en fait, au bout d'un moment, il a vu que je me débrouillais tout seul, il fait, c'est bon. Donc, et ça c'était trop bien. Et en fait, c'est aussi bien parce que si t'as quelqu'un qui est technique avec toi, tu peux déléguer. Donc, ok, moi je fais telle partie du mur, toi tu m'aides à remplir telle partie. Et en fait, c'est comme ça que tu y arrives. Et apprendre à déléguer dans notre métier, c'est aussi un délire. C'est super difficile, ça c'est un truc que j'apprends aussi avec mon travail. Ouais, faut réussir à avoir confiance pour partager le même degré d'aboutissement. Et avoir le même degré de perfectionnisme aussi. Ouais. Exact, ça c'est hyper Là, moi j'ai eu le cas d'un projet où c'était du graphisme mural, donc pas peint, c'était imprimé, mais il y avait une partie qui était peinte, mais pas par moi, c'était vraiment un peintre qui passait. Et en fait, c'est un peintre en bâtiment, quoi. Et j'ai eu beau faire un rendez-vous avec lui expliquer, lui montrer tous les trucs qu'il y avait à faire.
Je lui ai dit, cet angle-là, il doit avoir telle inclinaison, le truc doit être à telle hauteur. Bah, je suis passée voir après, c'était pas la bonne hauteur, c'était pas la bonne inclinaison. C'est ça. Et là, pour le coup, il y avait plus de budget, plus de temps pour repasser derrière. Et du coup, bah, j'ai dû, hyper moi, m'asseoir sur moi, ce que je voulais en résultat. Et là, j'ai même pas vu le final, mais du coup, je suis juste passée, j'ai fait, putain. Ouais, c'est difficile. Et tu vois, c'est marrant parce que pour la murale, donc pour l'installation qu'on a faite à Miami, on avait donc une murale et en fait, techniquement, je pouvais pas la peindre toute seule. Ouais. Et donc, en fait, on a fait appel à 2 personnes. Donc, moi, j'ai créé un gars que je suivais sur Instagram depuis 8 ans, qui je savais faisait des murales. Et je lui ai dit, gars, ok, est-ce que tu veux faire une murale avec moi, genre dans 2 semaines? Il m'a dit, ah putain, j'aurais trop aimé, mais là, je suis pas dispo. Mais vas-y, je te donne genre le contact d'un de mes potes. Et en fait, ce gars-là, je le suis déjà sur Instagram et j'adore son taf. Il s'appelle Baghead. Et quand on s'est rencontrés, donc il m'a dit, tu vas voir, c'est un technicien hors pair. Donc j'ai fait, merci, c'est exactement ce que je veux. Dieu merci. Et donc là, je l'ai rencontré. Donc il est venu avec sa sœur, parce qu'il travaille toujours avec sa sœur en binôme. Et on s'est parlé au début. Et là, on avait la même vision, genre de perfectionnisme. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mais en fait, on se comprend. Et en fait, parfois, c'est rare d'avoir une vision similaire. Et là, lui était là, ouais, non, mais dans ma famille, on est hyper perfectionniste aussi, on aime bien genre tous les petits détails. Ah, moi aussi, j'adore ça. Et du coup, on était là, genre tous les deux en train de faire rien. Et en fait, bon, bref, c'est un truc de. Voilà. Danse de la joie parce qu'on va pixeliser. Ah non, 2 cm là. Voilà, mieux. Non, mais c'est ça, il y a peut-être des gens qui vont dire, putain, c'est quoi, c'est trop nul. Mais moi, je suis en mode, moi, je kiffe sa mère, en fait. Genre, j'adore quand c'est précis. Et en fait, le gars était tellement précis que je tournais la tête, il avait déjà pensé à ce que j'allais lui dire de faire, mais j'ai même pas eu le temps de lui dire. Le gars avait pensé à ma place. C'est tellement bien, en vrai. Ouais, c'est vraiment l'alignement des. Ouais. Ok, on se comprend, on partage cette vision. Et c'est pas genre on se subit, c'est vraiment genre on s'accompagne, on se prend par la main, on y va, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ça m'a retiré une charge mentale. T'imagines pas, genre j'étais en mode, ok, sa sœur et lui, c'était déjà des amours, des pépites. Les gars, ils géraient à fond. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, je veux juste bosser avec des gens comme ça. Enfin, c'est un bonheur. C'était super chouette, franchement. Une prod incroyable. Et puis, ils m'ont tout fait à la perfection, quoi. Et même, ils m'ont appris de la technique que je ne connaissais pas. Donc, en fait, moi, ça m'a appris aussi des choses et ça, c'est super. Best. Genre, tout est nickel, quoi. Ah ouais, c'était le projet de Tu parles beaucoup de travaux collectifs, en fait. Et c'est vrai que c'est important, quoi. Ouais. Bah après, c'est des projets d'envergure que tu fais. C'est quand même beaucoup... tu fais peu de petits projets, finalement, en termes de taille, je veux dire. Du coup, forcément, ça engendre plus de temps et... J'imagine plus de personnes. Bah, j'en ai fait, tu vois. Parfois, ça m'arrive aussi de faire des murales plus petites pour des entreprises ou quoi. Donc là, bah, forcément, les murs sont plus petits. Donc ça, je peux le faire toute seule. Mais tu vois, pour Adidas, par exemple, là, j'ai fait une murale il y a 1 an. J'étais toute seule, tu vois. Au début, je me suis dit, oula, ça se trouve, ça va être short avec le temps. Puis c'est comme ça qu'on avait commencé à se parler, d'ailleurs. Ouais, parce qu'au début, je cherchais justement une personne qui allait m'assister. Puis en fait, finalement, j'ai plus de temps que prévu. Mais c'est vrai que le mur était petit. Je crois qu'il est passé tout à l'heure aussi. Le mur devait être plus grand. Puis quand j'ai vu la taille du mur, je me suis dit, bah, en fait, je peux le faire toute seule. Mais... Trop simple. Non, mais... Attendez, je suis habituée à 20 mètres d'habitude. Filez moi que des cannes. C'est pas spécialement plus simple parce que plus tu réduis la taille du mur, plus les détails vont être précis, plus tu vas avoir un pinceau fin. Et le pinceau fin, franchement, c'est la galère. Pour ceux qui ont déjà fait des murales en petit, c'est l'enfer. Donc moi, parfois, je préfère faire des grands murs, c'est limite plus simple parce que quand tu te trompes un petit peu, ça se voit moins. Oui, bah forcément. Et t'as le permis nacelle, du coup? Ouais, j'ai le permis Sizer Lift. J'ai pas le permis nacelle qui descend en haut. Mais là, je vais peut-être faire une murale à Montréal cet été. Donc là, par contre, c'est très haut, donc je vais devoir passer de permis nacelle. Ou alors, il faut monter avec une personne qui a le permis. Ouais. Du coup, tu peux pas y aller tout seul. Ouais. Mais bon, de toute façon, faire une grosse murale tout seul, c'est pas drôle, tu vois. Pour moi, c'est un truc que tu fais en équipe. Et d'ailleurs, quand tu termines, t'as un peu la colonie de vacances. Ouais. T'as l'impression que t'es genre triste. Tu vois. Puis nous, ce qui était trop bien, c'est qu'à Montréal, pour la murale de Ubisoft, donc c'était pour les 25 ans. Donc c'était une murale qui était quand même assez grande. Donc j'avais 2 assistants. Et là, donc c'était trop cool parce on aimait tous les 3 le même genre de musique. Moi, j'avoue, je suis un peu une fan de PNL. Et un des gars qui était québécois, parce que c'est ça qui est fou, c'est que PNL, c'est vraiment connu beaucoup en France, mais pas trop au Québec. Et lui, mais c'est trop un Français, genre dans sa tête. Il connaît tous les groupes de rap, mais mieux que moi et tout, genre français, belge et tout. Et là, du coup, j'étais comme, on met du PNL. Il avait ramené sa grosse enceinte, on mettait du PNL toute la journée en train de peindre avec du Laurinil aussi et tout. Et c'est trop bien. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait, mais vas-y, pastis pétanque, quoi. Et en fait, on s'est fait une pause pastis pétanque rap. Et après, bon, je suis pas censée le dire, mais on était un peu sous après sur la nature. Les clients ne vont pas longtemps.
Mais à un moment donné, on s'est dit, vas-y, on fait une session de nuit et tout, on part, parce qu'on était un peu en retard, parce qu'il avait plu aussi. C'était où? Ça, c'était à Montréal? Montréal, ouais. Pastis pétanque à Montréal? Mais c'était trop Franchement, bien, mais et en fait, on c'est- avait ramené des potes, c'était au mois d'août, il faisait trop chaud, on était là, et franchement, et en plus, je sais pas, c'était trop bien, hein. Franchement, trop. Putain, j'ai envie d'y être. Ouais, Bah c'est non, ça Tu donne envie de... sais, tu es en train de parler d'un truc, je suis en mode. J'aime ni Je le vois, pastis ni la je vois, pétanque, mais moi non je plus, veux. mais j'ai envie d'être quand même, tu vois. Franchement, en vrai, si vous voulez être là sur les prochaines murales, venez, hein, mais moi, en fait, Alors. Attention. en vrai, parce que en réalité, on cherche tout le temps du monde, et en réalité, tu vois, enfin, si tu fais juste la murale et que tu passes ta journée à peindre, enfin, c'est pas marrant, donc. Moi, j'aime trop, tu vois, soit je parle toute la journée avec les gens, tu sais, en plus c'est cool parce que du coup, t'as toute la journée pour que les gens ils te racontent leur vie, donc Ouais, après, ouais. tu les connais par cœur, et puis t'as tout ce côté, vas-y, c'est bon, on s'amuse quoi, enfin, on met du son, on arrive le matin, on sert moi, les cafés, tu vois, c'est la Beaucoup colo trop. quoi. Je veux beaucoup trop faire ça. Je suis perdue dans mes trucs, mais C'est vrai qu'à la base, il y a un public. Hein. Nous, on discute là. il n'y aura pas de chronique, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, ciao, rendez-vous demain matin pour la chronique. Mais non, je voulais revenir sur le fait que tu travailles entre Montréal et Paris. Et du coup, est-ce que tu penses que ça a impacté tes créations, enfin que les deux influences, parce que c'est quand même deux influences assez différentes, comment ça a impacté et quelles sont les deux plus grosses différences selon toi entre les deux pays sur la partie créative? Ouais, alors pour moi, je pense que tu vois, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai fait une interview avec Adrien de Adobe là, et puis il m'a posé la question est-ce qu'il y a quelque chose qui a genre changé votre vie? Et ça, je pense que je le réalise aujourd'hui. Je le réalisais pas du tout à l'époque, mais si j'avais jamais quitté la France, je pense pas que ma carrière aurait été la même. Parce que déjà, quand je suis arrivée à Montréal, y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surprise à l'époque en 2013, c'était la place qu'on donnait aux femmes. Ouais. Et la parole qu'on donnait aux femmes, en fait, qui était en fait exactement la même qu'aux hommes. Et quand j'ai commencé dans cette entreprise de Moment Factory, qui est quand même une énorme boîte, je me souviens que le boss, il était là, attendez, on laisse parler Delphine. Oh putain. Moi, j'étais en mode, et moi, je venais de la France et j'étais en mode, quoi? Mais d'où on me laisse parler Et je trouvais ça trop bizarre parce qu'en fait, en France, je sais pas, j'avais trop l'habitude, les gens ils coupent la parole tout le temps, tout. Un peu classique. Et eux, ils voulaient vraiment avoir une équipe avec beaucoup de femmes parce qu'ils trouvaient que c'était hyper inspirant et tout. Et le fait voilà, que la vision anglo-saxonne elle soit différente de la vision latine et qu'on accorde plus d'importance à l'inclusion, à l'égalité, mais pour plein de choses, hein, que ce soit pour les personnes racisées, pour les personnes LGBTQ+, en fait, ça fait du bien et ça tire vers le haut. Et comme moi, je suis une femme, ça m'a aussi tiré beaucoup vers le haut. On m'a beaucoup laissé la possibilité de m'exprimer. Là où quand parfois, même il y a encore 2 ans, je travaillais avec pourtant genre des grosses marques en France, c'était on me coupait la parole, on n'écoutait pas ce que je disais, c'est presque infantilisant. Et je pense que... Je vois à 100%. Je pense que cette mentalité nord-américaine ou anglo-saxonne, donc je pense qu'à Londres c'est aussi le cas, je pense que les gens qui ont travaillé pour l'Amérique sont tous d'accord avec ça, c'est que ça nous tire vers le haut. Ça tire tout le monde vers le haut, et aussi parce que je trouve que les clients sont beaucoup dans la reconnaissance et dans le remerciement. Merci pour ce que tu as fait. Et en fait, et c'est marrant parce que tu vois, je l'avais vu en 2019, j'avais travaillé pour Jeep, on avait fait au Motor Village qui est aux Champs-Élysées, je vais y arriver. Ils avaient fait comme une rétrospective Jeep pour les 20 ans, je crois, ou enfin, je sais plus, il y avait eu un event. J'avais fait plein d'illustrations qui étaient en très grand. Et je revenais juste de Montréal, donc parce que je venais passer l'hiver en France. Et donc j'avais trop cette habitude de Montréal, de quand tu arrives pour rencontrer genre le client il t'accoste d'une certaine façon. Puis là c'était juste en mode t'es illustratrice, ouais ok cool. Et en fait à Montréal c'est plutôt genre t'as fait l'illustration, trop bien, félicitations, on a trop aimé ce que t'as fait. Et alors voilà, ça peut paraître bête, mais ça fait trop plaisir quand t'es un artiste et que tu te dis putain trop bien, on a de la reconnaissance et en fait t'as envie de donner encore plus au prochain projet. Et pour moi c'est un cercle en fait ça te vertueux. mine. Quand J'y ai mis tout mon cœur. On en parlait juste avant l'émission, mais moi j'ai eu plein de cas là, ces derniers temps où c'était exactement ça, où la reconnaissance derrière, je m'attends pas à ce qu'on me dise c'était incroyable, etc. Mais juste dire merci, c'est la base quoi. Et pareil, j'ai eu le cas là avec un client où le mec s'attendait pas à ce que je sois une femme, qui plus est début de trentaine, et il me l'a bien fait sentir quoi. Et j'étais vraiment en mode mais en fait on vous a recommandé mon travail, vous avez aimé ce que vous avez vu. Et en fait, là, vous vous rendez compte que je suis une meuf et d'un coup, il y a eu un peu un mouvement de doute, en fait.
Et je l'ai vraiment senti. Je me suis dit, mais c'est quand même ouf, quoi, d'avoir ce truc-là. Tu l'auras jamais à Montréal. Mais ça, et je pense que c'est ce qui te donne, ce qui peut te donner aussi confiance en toi-même. Je trouve que c'est pas du tout la même chose. Moi, qui suis un peu, quand je travaille avec des clients, je peux être assez timide de base. Ça peut vite te miner. Et heureusement, ces dernières années, j'ai quand même appris à rester, à faire face, tu vois, même si c'est pas encore parfait. Mais tu te dis, putain, si t'es trop timide, ce métier, il peut être ultra dur parce que, on te considère pas, en fait. C'est super dur, je trouve. Et tu vois, justement, c'est intéressant parce que quand j'étais contactée, j'ai été contactée par Woodkid pour faire le show pour Pharrell Williams pour Coachella. Et je sais pas comment Camoulox. Trop de choses, trop stylées dans une phrase. C'est juste. Non, mais attends. Un lundi comme les autres. Juste pour la petite histoire, j'étais contactée un 1er avril. Le jour des poissons d'avril. Génial, ça. Donc là, j'étais dans ma boîte Moment Factory et je reçois un mail avec donc je vais pas donner son mail, mais vraiment le nom du mail @gmail.com avant, là, c'était n'importe quoi. Et je pensais que c'était une grosse blague. Et je pensais qu'en fait, c'était des collègues à moi qui m'avaient fait une blague en mode, ouais, tu vas bosser pour le show de Pharrell Coachella. Moi, j'étais en mode, mais qui, enfin, n'importe quoi. C'est pas fun. Mais d'où me contacte. Enfin, en fait, ça me paraissait tellement improbable, ce truc-là, que je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je me souviens, j'avais regardé le match, j'ai fait, allez, poisson d'avril, hahaha. Et puis en plus, on se collait tous, genre des poissons d'avril dans le dos et tout, bref. Et donc, je vais manger, et après, à 14h, je retourne sur mon ordinateur, et je me dis, bon, peut-être je vais répondre et tout. Et en fait, il me répond tout de suite après. Et là, je me dis, mais en fait, c'est vrai. Oh, putain. Et c'était une vraie proposition. Zut, Jean-Mich 35, en fait, c'est un vrai gars. Pas Jean-Mich 35, mais oui, enfin presque. Et en fait, j'étais en mode, mais attends, en fait, c'est pas une blague. Et en fait, quelque part, je me suis dit, Woodkid, il travaille pour l'Amérique du Nord, il a cette habitude-là. Et du coup, je pense qu'il a aussi cette vision-là de peu importe qui t'es, en fait, tant que tu fais bien ton travail. Je m'en fous que t'aies 18 ans ou que t'aies 45 ans, en fait, ou que tu sois un homme, une femme ou n'importe qui. Enfin, en fait, je te prends parce que j'aime ton travail. Ouais, regarde le travail. Pas forcément l'humain. Le fait que du coup ça soit bien passé, ça me rassure dans le truc de je veux pas que cet artiste me soit gâché. Woodkid, ouais. Ah ouais, non mais vraiment. Et tu vois, moi j'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais 24 ans, je me suis dit d'où Woodkid me contacte. Comment il a vu genre mon travail, parce qu'en 2014 j'avais pas beaucoup de choses sur Instagram. Enfin, en fait j'avais même pas encore mis mes trucs perso, donc je pense qu'il m'avait trouvé sur Vimeo à l'époque. Et Coachella, Pharrell, enfin que des trucs vraiment insane. Et j'étais vraiment en mode, mais attends, c'est pas possible. Et en fait, je me suis donné à fond, pareil, genre j'ai pas dormi. Enfin, on en a besoin pendant 3 jours. J'étais là, oui, d'accord. Donc j'ai pas dormi. Large, demain. Non, mais c'était n'importe quoi. Que des projets, voilà. Et en fait, au final, je me suis donné à fond. Puis pareil, après, ça a été hyper bien reçu. Et après, ils m'ont fait confiance et ils m'ont donné d'autres chansons pour la tournée. Mais voilà, enfin, c'était pas une question d'âge, c'était pas une question de sexe, rien. Et ça, j'ai vachement apprécié. Ouais. Et en fait, ça, c'était 1 an pile après que je suis arrivée à Montréal. Donc, au fur et à mesure, après, tu vois, grâce à ça, j'ai été contactée pour travailler pour Major Lazer. Donc, en fait, c'est des projets comme ça qui ont fait boule de neige et qui m'ont amené d'autres projets. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je travaillais pour des Américains ou des Canadiens, jamais il y avait une question de l'âge que j'ai ou peu importe. C'était on aime ce que tu fais, on te fait confiance. Et surtout, on te fait confiance. Le fait de le dire, on te fait confiance. De verbaliser, de verbaliser le truc. Ça, c'est un truc qui est incroyable, tu vois. Ça te fait tellement. Moi, je le dis vraiment, quand vous travaillez avec des gens, dites-leur ce genre de phrase. Surtout quand les gens débutent, parce que c'est un pouvoir énorme. Et je trouve qu'en France, on le dit pas assez. Et voilà, j'encourage vraiment à ne pas se dire que c'est de l'acquis spécialement, mais que voilà, on peut continuer à encourager les gens avec qui on travaille. Il y a eu pas mal de retours. Il y a Raphaël qui dit souvent, moi, je vois tout en grand et mes clients réduisent tout à petit. Ouais. Enfin, réduisent tout à tout petit. Du coup, ça manque d'enthousiasme en fait en France, et c'est très vrai. Oui. Saturne qui disait chaud par rapport. Ouais. En France, il y a beaucoup moins de budget qu'en Amérique du Nord. Pour la culture globale. Puis alors là, ça va clairement pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. Mais bon. Et ouais, du coup, Studio Raphaël qui continue en disant cet enthousiasme créatif qui donne envie aux marques de sortir de leur narratif. Et il y a un premier enthousiasme sur le moment, puis le client rappelle 1 semaine après en disant non, mais en fait, on va enlever ça. Et ça, c'est vrai. J'ai souvent des projets où au tout début, les clients sont hyper contents, etc. Enfin, pas souvent, parce que j'ai quand même souvent des clients hyper bienveillants, mais souvent des femmes d'ailleurs. Et des fois, ça arrive que ce soit en fait, on va enlever ça, tu vois. Et ça, quand ça arrive, c'est chiant. Mais franchement, j'ai de la chance. J'ai quand même la plupart de mes clients sont très très cool.
Après, ça arrive, tu vois, aussi en Amérique du Nord que Oui. bah, y a des coupures de budget. Tu vois, par exemple, pour Miami, moi, j'avais imaginé un truc beaucoup plus gros. Puis ils m'ont dit non, ça en réduit. Ah là, ça va être trop cher. Pour l'installation que j'ai fait au Centre Eaton à Montréal avec des grosses structures, j'avais imaginé un truc beaucoup plus gros. Puis pareil, c'était en mode, bah, en fait, là, ça va être beaucoup trop cher à créer. Donc, on l'a aussi en Amérique du Nord. Donc, c'est vrai qu'après, le côté financier, malheureusement... il est toujours un peu là, toujours un peu sous-jacent. C'est souvent le nerf de la guerre. Mais en même temps... C'est clair. Il y a des fois où on peut se permettre aussi de surpasser. Enfin, là, tu parlais par exemple de la fois où c'était pour Mister Oiseau, je crois, où il fallait que tu amènes ce que tu avais déjà et finalement tu as créé des trucs pour eux. Et en fait, c'est aussi des trucs où on se challenge perso pour se dire bon, voilà, je suis un peu hors cadre à perdre de l'argent si je voulais vraiment être juste dans mes frais, mais on se donne les moyens aussi d'épater la galerie pour être derrière, décrocher des nouveaux projets, etc. Ouais, je dirais que ça. En fait, faut toujours. Il y a un fameux diagramme là où. En gros, moi, je dirais qu'il faut vraiment toujours gérer ça par rapport à. C'est quoi ton rêve par rapport à ce projet? Et est-ce que, tu vois, par exemple, je sais pas, demain, t'as Beyoncé qui t'appelle, c'est sûr que tu te craques, tu vois. Mais si c'est un... Non, j'ai pas le temps là parce que j'ai un client corpo là. Ouais, non, mais tu vois, en fait, je pense que bien sûr. Ça dépend des clients. T'as des clients, clairement, ils ont pas plus de budget, tu dis, bah, je vais faire ce qu'ils me demandent, tu vois. Mais il y a des moments où tu dis, je sais que si je donne plus à ce projet-là, je suis persuadée que ça va m'apporter d'autres projets. Et souvent, c'est des trucs que tu flaires aussi. Tu dis, ok, ou alors juste parce que t'es passionné genre du projet et puis tu dis juste. Non, puis le kiff. Moi, je crois beaucoup au kiff du moment. Enfin, quand j'avais taffé pour le générique de Ben, là, pour Ben Never pour ses tables rondes, il m'a donné son budget. J'ai fait, ok, bon, vas-y, on met ça de côté. Je vais juste tryhard et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je me biberonnais à tous ces podcasts. Putain, ça fait trop plaisir, genre. À ce moment-là, c'était mon plus gros projet mon premier projet freelance tout seul et pas en agence. On fonce, on se donne les moyens et tant pis quoi. En fait, c'est ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de dire en fait quand tu travailles pour des gens dont t'admires le travail, en fait, t'as envie de te donner au max parce que en fait, c'est une sorte de respect mutuel tu respectes leur travail, donc t'as envie que eux ils soient hyper contents de ce que t'as fait. Donc puis je reviens sur la confiance, c'est que d'autant plus quand c'est moi, c'était vraiment enfin là je parle d'un cas perso, mais c'est premier projet perso, on vient de chercher en mode je kiffe. Il m'avait fait un moodboard avec que mes créas. Déjà, t'es en mode waouh. Ça fait du bien. Ouais, mais moi j'étais en mode t'es sûr parce que je peux faire mieux. Il fait non, ça. Tu me fais ça avec ces couleurs de tel poste et il y a une ambiance musicale de ça. Oui. Ouais, c'est vraiment le premier truc que je dis quand quelqu'un accepte de travailler avec moi, genre je dis bah merci de me faire confiance. Donc non, c'est. Mais tu vois, au Québec, ils te répondraient non, merci à toi de me faire confiance. Mais en France, il y en a quelques-unes du coup. Je suis désolée, j'insiste, mais c'est vraiment le cas. Mais quelques-unes qui me disent bah non, merci à toi. C'est plus après d'ailleurs, une fois que le taf est fait. J'avoue que c'est Moi, mais ça reste rare, je crois. Je travaille plus. Ce sont des mecs chefs de projet. Et c'est un peu. Il y a un moment où j'ai bêta-test de voir si je venais maquiller, est-ce que ça changeait quelque chose dans les échanges? Oui. Et c'est dommage, mais le truc de se faire couper la parole ou de se faire un peu infantiliser, vraiment, si j'ai mon skin mec hétéro, aucun problème. Parce qu'en plus, barbe et tout, je pense que ça joue. Si j'ai le malheur d'avoir, si c'est en physique et que j'ai une jupe, un liner, c'est genre... Déjà, il y a un AVC. Et Régis, il était pas prêt. Et ouais, c'est artistique. Mais oui, c'est vrai que c'est... Mais tu vois, c'est parce que je trouve qu'en Amérique du Nord, on a moins cette tendance à juger aussi. C'est-à-dire que c'est un peu le slogan de McDonald's sans leur faire de la pub. Comme vous êtes. Voilà, c'est un peu Just ça. do it. Et en fait, toi, par exemple, tu peux avoir genre les cheveux verts et être full tatoué ou porter des jupes, n'importe. En fait, les gens s'en foutent tant que tu fais bien ton taf. Tu vois, ils sont vraiment en mode, en fait, c'est ton individualité, mais voilà, et en fait, peu importe. Mais alors qu'en France, on va beaucoup juger sur l'apparence. Et ça, c'est un truc, là, comme je suis en France en ce moment, je le vois, tu vois, je suis un peu en mode, wow. Et puis, je me confronte à des trucs que j'oublie quand je vais au Canada, tu vois. Après, il y a des bons et des mauvais côtés au Canada. Et en France, il n'y a pas tout qui est rose là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté aussi où les gens jugent moins, moi, j'ai appris du coup à me détacher du regard des autres en vivant au Canada. Alors que si j'étais restée en France, je sais pas, est-ce que j'aurais continué à réagir comme ça? Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui va me juger ou quelqu'un qui est énervé, genre dans la rue, ça me glisse dessus en fait. Parce que je suis juste en mode, en fait, je sais que c'est toi qui as ce truc-là avec toi-même et du coup, tu le renvoies sur quelqu'un d'autre. C'est ton problème, c'est pas le mien. Et c'est quelque chose qui t'appartient. Et puis voilà. Et ça, je pense que je l'ai beaucoup appris au Canada. Et c'est pour ça que, tu vois, on parle de ça, mais ça joue aussi sur ma carrière parce que du coup, je vais oser un peu plus foncer,
un peu plus proposer. Puis après aussi, bah voilà, quand tu vois, genre le client, il m'a dit, ok, donc on va faire une installation artistique pour Acura, et on a peut-être genre des vinyles. Ok, c'est bon, bah moi je veux faire ça. Enfin, gars, tu vois. Et puis en fait, j'ai même pas réfléchi de comment est-ce que je vais le faire. Est-ce que techniquement ça va être compliqué? Je me suis juste dit, je vais le faire, donc je vais trouver les moyens de le faire. Tu vois, c'est ça, moi, c'est le truc pour lequel j'ai encore du mal, tu vois, en France, genre le fake it till you make it. C'est pas exactement ça, mais il y a des trucs où des fois j'ai dit oui à un projet en mode je trouverais sur la route, mais je savais que je pourrais trouver facilement. Mais tu vois, il y a des projets où des fois je me dis putain, ça serait trop gros pour moi, mais je rêve de le faire. Ouais, mais la question qu'il faut te poser, c'est si tu te foires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? En vrai, on n'a pas un métier qui sauve des vies. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. Moi, j'ai tendance à plutôt, ça fait, et encore full imposteur. Hein. Vraiment, dans plein de trucs, on me dit viens, et je pense pas être légitime, mais vas-y, on y va. Et souvent, c'est des bons moments sur le moment. Enfin, tu vois, typiquement, la première émission, j'étais pétoche, mais en vrai, c'était cool. Et souvent, on trouve des solutions, quoi. On se trouve soi-même, on se découvre des ressources et c'est cool. Ouais, et ça, je pense que tout le monde est capable, en fait. C'est juste qu'il faut trouver de la force en soi-même pour réussir à... Enfin, voilà, pour moi, à partir du moment où quelqu'un veut quelque chose très fort, il est capable d'y arriver. Je veux une très grosse fresque. Non, mais c'est sûr que ça va arriver. Enfin, mon rêve, que, vraiment. Vois, genre, même si demain c'est un projet qui va te faire peur, mettons, on te donne un projet immense en fresque, tu te dis, je vais pas être capable. Mais c'est sûr que je vais avoir peur, mais. Ouais, mais ce qui est important, c'est que tu t'entoures de la bonne équipe. Et ensuite que tu te dises, même si je me foire, au final, c'est pas grave. Parce que les échecs, ça permet aussi d'avancer. Et ça, c'est un truc, tu vois, en France, on grandit aussi beaucoup avec cette idée d'élitisme qu'on a beaucoup moins en Amérique du Nord. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous sauve quelque part parce que ça permet aussi d'atteindre des niveaux très élevés, mais en même temps, on a tous peur de l'échec. Alors après, même si l'échec il arrive, voilà, enfin, on n'est pas en train d'opérer un patient à cœur ouvert. Donc c'est pas. Au pire, la typo elle est mal alignée, la courbe elle est pas régulière. Et puis souvent, les personnes lambda le voient pas. Oui, il y a ça aussi. C'est que on s'entoure de cercles aiguisés à fond. Enfin, même des fois, moi, ça m'est arrivé. Bah là, je sors d'un projet corpo de 15 jours qui m'a vanné. Et j'ai montré des trucs à des potes, du coup, sur Discord de créa, vraiment motion. Et je me dis, ça marche pas. On s'en fout. Ma mère, elle travaille avec des maternelles. Et souvent, elle se tape la nuit à leur faire des trucs custom où elle peint elle-même des puzzles pour les petits. Et la phrase que je lui ai toujours répétée, mais toute ma jeunesse, c'est « Maman, les petits, ils verront pas. » Et du coup, j'essaie de me rappeler ça des fois quand je dézoome de « En fait, non, c'est bon. Enfin, les petits, c'est des clients. » Mais souvent, on est très bon pour nous donner des conseils aux gens. Et puis, en fait, toi, une fois que c'est pour toi, t'es en mode... Ouais, mais parce que t'es toujours plus sage avec un pas de recul, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Que quand t'es dans ton guidon et en mode « Ah, catastrophe !» Puis tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de mettre la pression pour un show en VJing, où, tu sais, il faut que tu sois sûr, genre, de matcher ta loop d'animation, genre, sur le bon beat, donc, tu sais, sur le bon rythme. Et parce que, tu sais, parfois, t'as des je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, t'as des moments clés où ça va comme popper. Et toi, il faut que tu envoies une bonne light au bon moment. Et parfois, tu te trompes à 1 millième de seconde. Et toi, t'es en mode, oh non, mais tout le monde l'a vu. Et en fait, après, tu dis, mais non, en fait, tout le monde est bourré, personne n'a vu. Et en plus, les gens, en fait, quand t'es dans un concert, t'es tellement dans un truc où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais oui. Donc, en fait, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que, et moi, je suis la première à le faire. Mais on se met beaucoup la pression, nous-mêmes. Alors que parfois, je dis ça, mais je suis la première à le faire et vraiment. Non, mais en fonction de notre porte ouverte, on en a toujours besoin. Vraiment. Ouais, mais en tout cas, parfois, ça fait du bien de se dire, mais en fait, déjà, ça va pas sauver des vies et si je me foire, c'est pas grave. Donc, on est des petites molécules sur un gros caillou qui flotte dans l'espace. Ça va, en vrai. L'espace est immense. Et grand. Rien par rapport à l'espace, mais ouais. Je reviens rapidement sur, parce qu'on parlait de femmes tout à l'heure, de la place des femmes, etc. C'est vrai que toi, tu as beaucoup de femmes dans ton travail. Tu représentes souvent des femmes. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a inspiré pour ces représentations-là ou pas du tout? Je pense que je dessine un peu mon idéal féminin. C'est-à-dire, je trouve que les yeux noirs, c'est trop beau. Donc, je fais toujours des femmes avec des yeux foncés. Et j'aime beaucoup, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça magnifique, les personnes qui venaient genre du Moyen-Orient par exemple, la peau un peu foncée, les yeux noirs, les cheveux très noirs. Je trouve ça très très beau, donc c'est souvent ça que je mets en avant dans mes personnages. Parfois on me demande, ah oui, tu peux pas varier, faire des rousses, des blondes, et je suis là, non. Donc oui, je le fais. Le cara design est moins bon. Non, mais il faut faire de la diversité, donc ça fait aussi partie de la diversité. Donc bien sûr que je vais le faire, mais c'est vrai que là, les personnages que je dessine, qui est en fait un personnage un peu récurrent, quoi, qui revient souvent, même avec les tigres, c'est souvent un peu là ce qu'on peut voir, c'est un peu souvent le même modèle, quoi.
Donc voilà, je dirais que c'est plutôt ça, plutôt qu'une personne en Ouais. particulier qui m'inspire. C'est plus un style, ouais. On t'a Ok. déjà orienté vers un perso plus caucasien parce que ça matchait mieux avec l'énergie. Ça réveille un projet où j'avais fait des bonhommes ça m'est avec arrivé aussi. et on peut tester en blanc. Pareil. Ah bah c'est ouais, bien. C'est horrible ça. Et ouais, Mais j'avais entendu Pénélope Bagieux parler de ça il y a quelques années. Elle avait dessiné Ouais. une personne de peau noire et en fait, il avait dit non, mais en fait, et à la fin, en fait, il voulait une blanche avec rousse quoi. Ouais, ça m'est arrivé aussi Ouais. sur un projet. Ouais, projet de foule J'ai fait où, plein de diversité et tout, ouais. et ils ont repris le projet derrière et ils ont tout remis en blanc. J'ai fait. Moi, à la base, les persos, ils avaient des peaux genre jaune, bleu, Ouais, bah rose, ouais. vert, tu vois. Donc déjà, Ah oui, ouais. dans ce que je fais. Ouais. Pas dans le même style graphique, mais dans Ouais, l'intention, machin. Et progressivement, c'est devenu des vrais humains. Du coup, tu jongles et tu mets des teintes un peu... Peut-être tu feras un camailleux, quoi. Et ah ouais, ok, mais celui-là, il pourrait pas avoir... J'aime pas trop la coupe. Du coup, tu... Ouais. T'es en mode, ah bah, plus de boule afro, c'est dommage, parce que visuellement, le chara design, il est cool. Et progressivement, t'es en mode, t'as une palette qui va genre du blanc au beige. T'es en mode, ah ouais. non. Moi aussi. Et sur le moment, je m'en suis pas trop rendu compte. C'est Ouais. à contre-coup. Mais Pardon, vas-y. je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment chaud. Mais en fait, ça me pensait il y a genre 3 ans, il y a une marque qui m'avait approché pour faire en fait, pour custom un sac. Et comme le sac était clair, enfin vraiment très très clair, j'avais voulu dessiner une femme de couleur noire parce que je trouvais que le contraste était super beau, tu vois. Puis quand moi je vais dessiner une personne, tu sais, je me dis pas en fonction de telle couleur de peau. Enfin, je fais juste parce que je trouve que c'est hyper beau, tu vois. Et Oui, donc, c'est contraste graphique. ouais, On n'est pas dans une représentation d'ethnie, c'est juste. Non, c'est ça ça. passe bien, ouais. C'est ça, je trouve juste ça beau en fait d'avoir un corps de femme comme ça. Et donc, et en fait, le client m'avait fait une remarque bizarre et en fait, justement, ça m'avait choquée parce que il voulait pas me le dire pour pas paraître pour. Ouais, bah. Mais en gros, Je suis pas raciste, mais. Mais en gros, ils m'ont dit bah ouais, mais en fait, on pensait que tu avais dessiné autre chose, on imaginait quand même. En fait, ils essaient de m'orienter vers. En gros, on aimerait pas une femme noire. Et en fait, moi, ça m'a vraiment énervée. Et j'avoue, j'aurais un peu rentré dedans parce que franchement, c'est des sujets qui m'énervent. Ouais. Et là, je leur ai dit je comprends pas. Non, mais dites les termes en fait, parce que moi, si vous me dites pas les termes, je peux pas comprendre ce que vous voulez. Et en fait, ils ont pas voulu le dire pour pas faire un bad buzz. Mais en fait, ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils m'ont cancel du projet. Ouais, bah, c'est jamais sorti. Moi, du coup c'est ce qui est. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient. Ouais, Ceux qui pouvaient pas le dire. Et ça aurait fait trop un bad buzz parce qu'on était en 2022. Et c'était une grosse marque. Et ça m'a vraiment choquée. Et c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait dégager d'un projet. Et en fait, c'est, je pense, parce que du coup, j'ai ouvert un peu ma bouche en disant je comprends pas, c'est quoi le problème. Enfin, parce que là, vraiment, c'est un sujet pour lequel, non, pour moi, c'est non, en fait. Et voilà, c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Et après, j'ai réfléchi à me dire est-ce que j'en parle sur Instagram parce que c'est une grosse marque, c'est horrible et tout, enfin, c'est pas cool. Et après, je me suis dit non, enfin. Non, tu peux vite, toi, te faire emmerder pour d'autres raisons, mais. Mais c'est terrible, mais moi, j'ai tendance à faire comme toi. Parce que j'avais eu ce truc-là où ils ont repris le fichier derrière et c'est eux qui ont modifié, donc moi j'étais pas au courant. Oui, moi hyper choquant, quoi. Et j'ai eu une fois, je travaillais sur, c'était des rapports de sport, et en gros pour un pays, j'ai dû changer la photo que j'avais choisie parce que c'était une personne noire dessus. Et ils m'ont dit pour ce pays en particulier, il faut changer. J'étais en mode, ok, moi, je note bien liste de pays où pas aller, tu vois. Moi je pense en fait, moi ça fait le tri dans mes clients. Moi ça m'a. valeur en fait, on travaille pas ensemble. Mais sur le moment, t'étais suffisamment adulte ou mature. Et moi, j'avoue, j'étais encore en agence et j'ai juste vu que la salve 1, c'était ah bah non, les couleurs de peau, on les bouge parce que c'est jaune, vert, bleu, ça marche pas. J'ai pris les espèces d'équivalents de ok, mon bleu est plus foncé, du coup, ce sera ma teinte de marron foncé, etc. Et vu qu'on était dans le cercle de on change, j'étais pas. Enfin, c'est genre fin de journée où il faut vraiment aller vite. J'ai pas eu le recul, c'est vraiment genre après coup, j'ai fait un truc très con là et j'ai pas su le défendre sur le moment parce que manque de recul. Puis en vrai, j'étais jeune en vrai à ce moment-là. Oui, après, ouais. Mais t'es en mode, mais c'est nul. Il y a Adrien qui dit bravo, Lucas qui dit respect, et SimCity qui dit bravo car parfois notre âme est mise de côté pour qu'on puisse se rémunérer. Ouais. Mais enfin, je vois ce que tu veux dire parce que moi aussi, je pense que plus jeune, j'aurais rien dit et de plus en plus, maintenant, je suis en mode en fait non. Genre moi, c'est pas ce que je veux et du coup, si vous voulez pas, je suis prête à être kickée du projet, je m'en fous, mais en fait. Et j'ai de la chance parce que vraiment, ça n'arrive plus. Je fais des projets d'illu où je mets toutes couleurs de peau confondues et. Genre, ça fait des années qu'on m'a rien dit. Mais c'est parce que je pense que maintenant, on en parle aussi de plus en plus. Et je pense que les gens, ils conscientisent un peu plus en quoi est-ce que c'est un problème, justement. Donc, et puis aussi, maintenant, il y a aussi de plus en plus de marques qui font attention. Enfin,
Et ça, c'est bien, parce que vraiment, honnêtement, on a besoin de représenter genre la diversité, et que ça soit pour... D'ailleurs, ça, c'est vraiment cool, parce qu'à Montréal, souvent, ils demandent justement de représenter pas mal de diversité, que ça soit... même, ça peut être dans les religions. Tu vois, par exemple, à Montréal, pour eux, il n'y a aucun problème à représenter une femme voilée. En France, ça pose encore problème. Et moi, je comprends pas, c'est quoi ce délire avec la France? Alors que vraiment, à Montréal, il y a zéro souci avec ça, c'est normal. J'ai un contre-exemple. Pour un festival d'art urbain où l'année précédente j'étais allé, il y avait une chef bénévole qui était une maman qui faisait les sandwichs, qui était une femme voilée, et du coup je l'ai calé en easter egg dans la photo la com de l'édition suivante, et ils étaient trop agréablement surpris. C'est le seul client où c'est passé, tu vois. Parce que ça m'est arrivé de tiens, mais du coup on veut du monde, donc je mets une maman avec une poussette, un fauteuil roulant, un voile. Garde juste la poussette. Putain. LinkedIn, pour ça, ils font hyper gaffe. Et tu vois, en fait, quand je travaille pour eux, j'ai accès à leur dossier de personnages illustratifs, illustrés. Ils ont une banque de bonhommes ou de bonnes dames. Et ils ont vraiment tout type de personnes. T'as des personnes âgées, t'as des plus jeunes. Il n'y a pas d'enfants parce que ça ne rentre pas dans le cadre de LinkedIn. Mais t'as vraiment... voilà, ce serait bizarre. Mais à présent, venant mon entreprise. Mais tu vois, t'as vraiment, du coup, de jeunes jusqu'à seniors. T'as des handicaps, différents types de handicaps. Ouais. T'as vraiment... t'as des femmes voilées. Enfin, t'as vraiment tout type de profil. Des gens qui sont en mouvement, des gens qui... Et du coup, en fait, la première fois que j'ai ouvert ce document, j'étais en mode... Putain, mais ça devrait être ça, mais pour tous les trucs, en fait. Fait du bien, genre, en fait. C'est pas compliqué, tu vois, en plus. Genre, vraiment, nous, quand on fait notre taf d'illustration... C'est pas compliqué de changer une couleur, de rajouter un truc. Et du coup, tu te dis, mais ça devrait tellement être la norme, ce truc. Moi, je me fais un bingo maintenant quand j'ai des projets avec des foules de persos, parce que j'en ai quand même pas mal. Enfin, c'est un peu récurrent. Et je suis ok, donc j'ai un peu mes trucs de, tu sais, les facilités genre poussette, tu vois, c'est un truc con, mais moi, j'aime bien les caser parce que ça comment dire, ça augmente la narration. Le fauteuil roulant, c'est un classique, mais même juste avoir quelqu'un qui est avec une canne. Puis en fait, moi, j'ai dans mes cercles de potes, quelqu'un qui, genre la vingtaine, qui a eu des AVC, qui du coup, pareil, situation de handicap, mais invisible sur une photo, et du coup, comment est-ce que tu le mets en avant et tout, et genre, ça, c'est dur, hein. Montrer l'handicap invisible avec des illustrations. J'ai une copine qui a fait une murale justement avec du handicap invisible, et moi, je sais pas si j'aurais été capable, parce que c'est... Toi, comment tu l'as traduit, justement? Je cherche. Justement, c'est un peu le truc de... là, en l'occurrence, je l'avais calé lui précisément, en mode c'est un clin d'œil. Mais du coup, c'est vrai que si tu connais pas Joris, tu sais pas que c'est lui, tu vois, donc on s'en fout un peu. Mais en même temps, est-ce que, du coup, vu que c'est invisible et que c'est quelque chose qu'on... Enfin, tu vois, genre, je me posais la question de est-ce que on peut vraiment le montrer? Tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est toute la question. Je suis en contact avec une asso qui travaille avec... qui est une asso dédiée aux personnes... j'ai peur de me tromper dans les mots, mais qui sont diagnostiquées de bipolarité, parce que j'ai plus le bon terme technique, parce que j'ai des proches qui sont concernés, et c'est vrai que du coup, même sur des flyers que je voulais leur dépanner en coup de main à saut, tu vois, et même globalement dans leur com, c'est comment on le représente ça, sans être dans l'espèce de... Dans les clichés. Ouais. En fait, c'est ça, et c'est que tu peux pas non plus sans avoir l'air d'une affiche de film de surreprésenter, parce que du coup, c'est une autre forme d'irrespect finalement. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas mal de choses, tu vois, même dans les troubles autistiques. L'autre jour, sur LinkedIn, j'ai vu une fille qui a fait un super taf d'illustration, et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui est concerné et qui a dit ton taf, il est trop bien, mais si tu veux, je te propose qu'on en discute parce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui sont peut-être un peu trop clichés. Et j'ai trouvé ça trop bien que la personne ose dire ça, mais de manière ultra bienveillante, pas en mode c'est de la merde ce que t'as fait, c'est pas du tout ça, mais etc. C'était plus en mode en fait, je peux t'aider à aller plus loin dans ton truc. Et j'étais en mode putain, mais ça devrait être, tous les échanges devraient être comme ça. Mais enfin bref. Bonjour, pédagogie. Parler pendant des heures. Il reste pas mal de questions, mais il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, mais c'est trop intéressant. Si c'est fluide, c'est bon signe. Exactement. On en a parlé un petit peu ensemble la première fois qu'on s'était rencontrés, et t'en avais parlé dans une autre interview du fait de ralentir et de prendre plus de temps pour nous et pour les autres. Est-ce que là, à l'heure actuelle, t'aimerais encore plus ralentir, et est-ce que tu penses à ce que tu veux faire après? Ouais, en fait, maintenant, en fait, je vais plutôt accorder de l'importance à choisir mes projets. C'est-à-dire que si je sens que c'est un projet qui va être trop galère de A à Z, je préfère refuser ce projet. Donc parfois c'est pas évident parce qu'il y a aussi une question financière derrière, hein. Mais en fait je vais essayer de privilégier ma santé. Quelle idée. Après je dis ça, mais en même temps, là j'ai passé 3 mois à bosser comme une tarée, à être éclatée, quoi. Mais j'essaie quand même de le faire d'autant que possible. Et en privilégiant sa santé, c'est aussi savoir dire non parfois à des clients.
quand on trouve que le budget est trop bas, quand on trouve que la demande est trop irréaliste, ou enfin, tu vois, c'est toujours une question de voilà. Donc ça permet aussi de préserver sa santé mentale, parce que quand un client il arrive et qu'il te propose un projet au rabais, ça te dévalue aussi mentalement, je trouve. Et du coup, si tout le monde faisait ça, il y aurait moins de clients qui proposeraient des projets de merde. Enfin, pardon, pas des projets de merde, mais des projets je suis en train de passer, mal payés. Mais je trouve que c'est important de le faire. Parce que ça vient t'aider après, je trouve, à garder la confiance que tu as en toi et à te dire, bah, en fait, si cette personne, elle n'est pas capable de me payer, c'est que, bah, tant pis, en fait. T'es en train de répondre à mes problèmes vraiment du jour, là. Mais parce que pour les identités visuelles, vraiment, je le fais. C'est-à-dire que c'est mon tarif et si les gens sont pas dedans, bah, ça va pas le faire. Mais là, ouais, en fait, je voudrais vraiment faire plus de fresques et pour l'instant, j'ai eu que des projets bénévolats. Ah ouais. Et du coup, je suis vraiment en mode de me dire, bah, en fait, non, parce que là, c'est bon, j'ai fait 4-5 fresques, merde, tu vois. Et j'ai eu une proposition cet après-midi, mais full gratos. Ouais. Et en fait, j'étais à 2 doigts d'accepter parce que j'ai trop envie de faire une fresque. Ouais. Mais en même temps, je me dis, putain, c'est pas payé. Et... Est-ce que tu expliques aux clients, en fait parce que moi, ce que je trouve important, c'est pas juste de dire non, mais c'est d'expliquer en disant, bah voilà, moi, je peux pas travailler bénévolement parce que il faut que je paye mes factures comme tout le monde, parce que tu vas pas chez le boulanger, tu commandes pas 3 baguettes de pain et puis 2 croissants gratos. Sauf pour les fresques. Les fresques, parce que c'est un nouveau champ que tu veux développer. C'est un nouveau champ, ouais. Et autant pour le graphisme mural, aucun souci, genre, c'est mes tarifs, c'est comme ça. Mais pour les fresques, vu que ça fait 2-3 ans que je le fais, et que j'en ai pas fait énormément, bah ouais, je pense que j'ai trop ce truc de je débute et du coup j'ai envie de tester. Après, c'est à toi de voir, tu vois, si tu veux juste en faire une pour te lancer, tu sais, tu peux dire ok, je fais juste ça comme effort, je le fais sur une fresque et puis c'est ok. Mais après, en fait, il faut juste pas que ça devienne une habitude. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important parce que sinon, non seulement ça dévalue tout l'ensemble de la communauté artistique, ou plus les gens acceptent d'être moins bien payés, bah plus tout le monde va être moins bien payé à la longue. Donc en fait, plus tard, ça peut nous retomber dessus aussi. Ça. Mais c'est aussi pour que, voilà, enfin, je trouve qu'en France, on a trop cette image que l'artiste, tu sais, il fait ça par passion. Ouais, on a un peu l'image genre de Van Gogh qui est mort, machin, avec son oreille coupée. Et en fait, c'est un peu d'amour et d'eau fraîche. C'est qu'en Amérique du Nord, en fait, comme on n'a pas justement tous passé des peintres qui ont galéré genre dans leur life, on a plutôt cette image que être artiste, en fait, c'est un vrai métier. Ouais, c'est un prestataire qui répond à un cahier des charges. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, je passe mon temps. Je passe mon temps à dire exactement ce que tu es en train de dire, mais pour les fresques, j'ai pas encore réussi à me l'appliquer, quoi. C'est vraiment du perso, du full perso où moi je dois travailler dessus, quoi. Moi, j'enguirlande tous mes potes qui me donnent leur TJM, donc taux journalier moyen pour les freelances. Et pour autant, le mien, pour le gonfler, j'y vais vraiment genre. Je prends mon gonfleur de ballon, je fais doucement, tout doucement. Ouais, mais après, si ça te correspond, moi là, je me suis posé la question sur mes tarifs d'identité visuelle cette semaine. J'ai augmenté récemment mes tarifs et j'ai une pote qui est graphiste aussi, elle m'a dit mais meuf tu peux augmenter encore genre elle m'a dit pour le travail que tu fais et que tu nous montres à chaque fois ben augmente encore, tu vois. Et du coup je suis en process, quoi. Que justement il y a un dialogue avec ta pote et puis toi avec tes potes. Je trouve que c'est essentiel de se serrer les coudes en tant que gens dans l'art. C'est essentiel genre de communiquer parce que justement plus on est seul, plus c'est facile de pas savoir et de faire des erreurs, alors que plus tu discutes avec tes amis qui sont dans l'art, plus tu te rencardes, plus tu sais comment réagir. Et en fait, ça tire tout le monde vers le haut, encore une fois. Et je pense que si tout le monde le faisait, peut-être que les clients, au bout d'un moment, ils s'aligneraient. Et ils essaieraient de faire plus d'efforts financièrement. Non, c'est clair. Globalement, on est toujours plus malin avec plusieurs cerveaux parce qu'on peut prendre du recul, quoi. Il y a Sinto qui dit dans le rap, l'argument pour dire que c'était pas payé, c'était tu connais, c'est hip-hop. Et Lucas qui demande la différence entre une fresque et un graphisme mural. Une fresque, ça va vraiment être peint. Et ce que j'appelle graphisme mural, c'est un terme qui n'existe pas vraiment en France. Mais graphisme mural, c'est quand tu vas faire un graphisme sur un mur, mais qui sera pas forcément peint. Ça peut être imprimé et posé. Voilà, c'est la grosse différence. Je voulais qu'on parle aussi de tes voyages, parce que tu as énormément voyagé et t'expliques souvent que c'est quelque chose qui t'a beaucoup inspiré, ce que j'entends. Et tu as aussi grandi avec une maman qui t'a beaucoup montré les arts visuels d'autres pays et d'autres cultures. Et du coup, moi, je voulais un peu aborder ce thème de comment tu te nourris de toutes ces cultures visuelles que tu as vues, tout en respectant ces arts-là et sans faire de la réappropriation culturelle, parce que tu en as parlé dans un podcast aussi qui était hyper intéressant. Du coup, je veux bien qu'on en parle un petit peu.
Ouais, en fait, la question de la réappropriation culturelle, c'est assez intéressant. Puis même moi, parfois, je suis perdue face à cette question-là. C'est toujours difficile de savoir est-ce qu'on fait la réappropriation culturelle soi-même. Je sais qu'en 2018, j'avais travaillé sur un conte visuel qui était projeté dans le métro de Montréal. Et en fait, je voulais mettre en avant justement tous ces voyages que j'avais faits. Et donc, on commençait en Égypte, après on passait genre par l'Amazonie. À un moment donné, on passait dans une ville qui était... Enfin, donc c'était toujours des villes un peu imaginaires, mais ça se situait en fait au Moyen-Orient, etc. Et je voulais juste représenter là où tu peux dire en anglais. Non, mais c'est une mosquée. Non, c'est pas la mosquée, mais c'est le minaret. C'est la tour. Ah ouais, ouais. Minaret, non ? C'est le minaret. Ouais, le minaret, je crois. Il me semble, ouais. Et donc je voulais mettre l'église, rien à voir. Je voulais mettre la lune en haut du minaret. Et puis en fait, au Québec, ils m'ont dit mais non, tu peux pas faire ça, on peut pas mettre de signes religieux, sinon machin. Et j'avais trouvé ça trop bizarre parce que pour moi, en fait, c'est comme ça, c'est comme si tu créais une église, enfin, tu faisais une église sans la croix, quoi. Et en fait, ils sont hyper à cheval là-dessus. Puis même pareil, j'avais voulu mettre 3 personnages à la fin, mais ils m'ont dit ça fait trop roi mage, donc du coup est-ce que tu peux changer, mettre un homme et une femme, enfin vraiment, on fait vraiment attention à... Du coup c'est Adam et Ève et c'est vachement mieux. Non mais en fait tu vois, il y avait tout ce côté où justement il m'avait posé la question de la réappropriation culturelle, mais moi j'avais dit mais en fait je veux juste mettre en avant ces cultures-là en fait, enfin, ouais, et c'est ça qui était compliqué, et moi je me sens c'était en 2018 et je comprenais pas parce que j'étais en mode mais c'est pas la réappropriation culturelle pour moi parce que je veux juste rendre hommage à ces cultures. Surtout que là si le propos c'est je montre ce que j'ai vu, bah, plus ou moins, tu vois, dans le sujet. C'est ça qui est un peu touchy, c'est que même moi, parfois, je suis un peu perdue face à cette question. Alors après, je sais que, justement, depuis 2018 et 2019, maintenant, je fais attention à ce que je dessine. C'est-à-dire qu'avant, j'étais peut-être un peu plus à représenter des choses qui venaient de partout. Ouais. Aujourd'hui, je représente un peu plus des choses pop, parce que je fais attention à ne pas tomber là-dedans. Mais après, de ce que j'ai compris, c'est que la réappropriation culturelle, c'est à partir du moment où, par exemple, Picasso, il a tout volé à l'africanisme, enfin, c'est s'il appelait ça comme ça, à l'époque, et en gros, c'est vraiment, il s'est fait de l'argent avec la culture de d'autres personnes. Donc là, ça pose problème. En fait, ça pose problème quand tu te fais beaucoup d'argent. Quand, par exemple, les créateurs ont repris le wax, donc le tissu africain vraiment classique, pour en faire des collections, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas noirs. Là, pour moi, c'est la réappropriation culturelle. Mais je dirais, est-ce que dessiner une femme... indienne ou africaine ou je sais pas du nord du Canada, enfin dans les tribus genre des Premières Nations, est-ce que c'est la réappropriation culturelle, enfin ça dépend, enfin moi je trouve que quand c'est un hommage c'est différent. Ouais. Bah la démarche en fait est contextualisée et pas la même. Oui, parce que là, il y a vraiment une différence, je pense. Mais après, c'est ça qui serait intéressant d'en discuter avec des personnes concernées. Ouais. Et c'est un sujet que j'aimerais vraiment beaucoup aborder dans l'émission, d'ailleurs. Donc, s'il y a des gens qui sont chauds pour en parler, très, très partante. Et il y a un média qui est vachement bien pour ça. Je pensais pas en parler, mais qui est hyper bien, qui s'appelle Histoire Crépue. Oui, c'est hyper intéressant, surtout en tant que nous, hyper privilégiés. Et ils abordent des sujets où ils vulgarisent et ils sont ultra pédagogues dans leur manière d'expliquer. Et du coup, ça montre beaucoup de choses qui, encore aujourd'hui, en fait, dont nous, on s'est jamais rendu compte parce que c'était pas notre problème et c'était clairement ça. Et là, du coup, ça remet en parallèle pas mal de choses. Donc, si c'est des questions qui vous intéressent, vraiment, allez-y. Et j'aimerais bien, lui, le recevoir sur l'émission pour justement parler par rapport à la création de ces sujets-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous, on voit pas forcément. Bien sûr. Je trouve ça hyper intéressant. Quelques mois, dans le jeu vidéo, c'est que tous les persos de peau noire, les mecs, ils ont toujours l'espèce de coupe taper plus dreadlocks en chignon. Il y a vraiment eu... je sais plus où j'ai entendu parler, on n'a pas me parlé avec des potes, mais ça devait être un article qui était sorti sur le recensement de tous les derniers persos dans les jeux vidéo qui sont noirs hommes. C'est vraiment le bingo, c'est systématique avec 2-3 variantes, mais c'est cliché, toujours le cas. C'est presque devenu genre un banal. Et moi qui aime trop faire du chara design, c'est vrai que souvent je suis un peu face au ok, je connais moins forcément certaines, enfin autour de moi je connais les coupes de mes potes, mais du coup c'est représentatif d'un cercle précis. Et du coup dès que ça va ailleurs, je suis assez méconnaisseur. Du coup c'est hyper intéressant. J'en ai pas parlé avec une pote qui s'appelle Nicole, qui elle du coup est noire et qui fait toujours des chara design, mais genre formidable avec une synthèse dans le tracé qui, du coup, je me dis, ok, trop bien. Et à chaque fois qu'elle sort une vue, je me dis, trop futée. Et parce qu'elle a visuellement une veille graphique
dans ses pairs et dans ses Ouais. cercles, bah ouais, en fait, c'est logique. Mm. Genre, c'est fascinant. Et du coup, la frontière je fais mes petits bonhommes et je fais une boule afro, à quel moment c'est genre, merde, je perpétue un truc qu'on connaît trop et du coup, t'encourages à se dire qu'il y a que ça. Et c'est genre hyper vaste et j'avoue, j'ai pas la réponse encore. Et les ans passent et du coup, t'es en mode, ok. La question de l'appropriation culturelle, c'est genre Ouais. 4 ans, un peu plus, où vraiment, genre, tout le monde en parlait, genre même un peu à tort, sans savoir trop ce dont il en retournait. Je me rappelle une fois arriver avec une chemise hawaïenne en cours et qu'on m'ait fait un peu un serment, je me suis en mode, merde, est-ce que je fais une connerie ou est-ce que juste j'aime bien les palmiers, tu vois, et bon, globalement, tu vois, j'aime bien les motifs. C'est pour ça que c'est important d'en parler avec vraiment les personnes qui sont concernées, parce que toi, tu peux. Enfin, c'est sûr que tu as ton avis sur la question en mode, je pense pas, parce que sinon tu l'aurais jamais fait. Mais du coup, c'est ça qui est bien en fait quand c'est intentionnel et je suis quelqu'un de mauvais. Mais c'est rarement le cas, tu vois. Du coup, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'engager des dialogues. Et d'ailleurs, je rebondis dessus. Il y a Sinto et Saturne qui disent. Alors, Saturne qui dit, je suis totalement back, et les deux ont dit, by the way, le wax est hollandais apparemment. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Donc là, je suis en train d'apprendre un truc. Ah, j'ignorais. Attends, parce que les patterns viennent d'Afrique, mais est-ce que c'est la matière qui disent que Je ça sais vient pas du Hollande? tout. Parce que... À vérifier. Non, c'est les moulins qui viennent d'Hollande. Rien à voir. Putain. Mais tu vois, encore intéressant. une preuve qu'en fait, on maîtrise pas forcément tout. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, voilà, c'est clair. Et en fait, il y a plein de choses. Puis je pense qu'il y a, mine de rien, ça fait 2000 ans que toutes ces, enfin même plus de 2000 ans que toutes ces cultures-là, elles vivent et il y a un mouvement qui est assez fou. Bon, genre typiquement quand je vois Trump qui dit on va foutre tout le monde dehors alors que t'as envie de lui dire frère, t'es arrivé il y a une centaine d'années, donc C'est clair. genre vraiment j'ai un gros problème avec ça. Mais du coup, il y a plein de trucs où plein de cultures se sont rencontrées et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont un mix de cultures mais qui datent d'il y a tellement longtemps qu'en fait t'es même pas. On est sur une surcouche de surcouche. Et c'est tellement, c'est tellement riche. Même dans notre je trouve, vocabulaire, on a des mots qui viennent. Enfin, il y a des anglicismes, mais il y a même des mots genre kiffer. À la base, je dis pas de conneries, c'est. Je vais me tromper. C'est une des langues arabes. Mais je il y ne a sais plein plus de mots laquelle. arabes dans pour nous, kiffer, c'est genre normal. On se quand les gens disent toubib. Toubib, c'est arabe. Toubib, c'est arabe. Il y a plein de mots. Il y a vraiment énormément de mots que les gens, certainement des gens très racistes en France, ont utilisé. T'as envie de leur dire, frérot. Oui, mais en fait, on connaît plus la sémantique. J'ai appris il y a quelques temps que plouk c'était breton à la base. Trop marrant, mais en fait, on sait pas. Ouais, ça m'étonne pas en même temps. Ça vient du fait que les Bretons étaient montés à Paname et ils s'exprimaient genre un peu en mode dans leur jargon, tu vois. Et du coup, les villages, alors plutôt côté, on s'en fout, Côte d'Armor, c'était genre Plougastel, Plougarnevel, etc. Ça, et du coup, c'est devenu du plouk. C'est trop marrant. Saturne dit que le wax c'est le tissu colonial hollandais. Ah ouais. Ah, le mot colonial, il met pas de bonne humeur. Ouais, j'avoue. Hein. Ok. Il met jamais de bonne humeur. De toute façon, ce mot. Ça donne envie. Mais vraiment, sur ce thème, vraiment, histoire crépue, hyper intéressant. Et ça nous remet en place, enfin pas les idées en place, mais juste, ça permet de recontextualiser plein de choses et encore aujourd'hui qui se passent, qui sont ultra ancrées dans le colonialisme. Donc, mais je pense qu'on a un rôle à jouer, en vrai aussi, même sur les représentations, vu que notre métier, c'est de mettre en image des idées, des formes, des concepts. Et moi, j'avoue que j'ai pas encore craqué l'algorithme de comment je me positionne, mais je fais attention tant que possible quand il y a vraiment un besoin que les persos soient aussi visuellement d'appartenance, parce qu'en vrai, moi, la plupart de mes bonhommes, ils sont genre jaune, bleu, vert, encore une fois. Et du coup, en fait, c'est souvent une notion qui saute, parce qu'en fait, on comprend que, tu vois, si je mets une pomme avec 2 yeux, on comprend qu'il y a une personne vivante. On s'en fout de comment c'est, tu vois, c'est une pomme et puis elle vit sa vie, c'est super. Mais en même temps, quand il y a besoin dans le brief de mettre des vrais humains, c'est aussi des fois de, on peut jongler et puis venir piocher des codes visuellement, mais où est la limite? Hyper intéressant. On repart pour 3 heures. Non, il me reste 2 petites questions. Après, on passera aux toutes petites questions rapides et curieuses. J'avais une autre question sur le fait que tu as utilisé utilisé le terme conte visuel pour parler d'un motion que tu avais fait. Et est-ce que du coup, tu as déjà pensé à écrire un livre illustré dans ton style? Ouais, je pense que quand j'étais plus jeune, à la base, avant de faire art appliqué et tout, je voulais faire de la BD. Ouais. Puis en fait, c'était vraiment une question financière, quoi. Enfin, je savais que j'allais pas gagner ma vie en faisant de la BD. J'ai eu exactement le même. En fait, moi, il y avait beaucoup de ouais. choix comme ça. Je me suis dit, comment déjà vivre à l'époque, vivre en tant qu'artiste, c'est chaud, tu vois. Et là, je sais que tous mes amis qui sont en mode, livre pour enfants, ils gagnent rien. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, c'est peanut. C'est un scandale, quoi, presque. Alors que le travail qu'ils font, c'est incroyable. Ouais. Et mais surtout que sans eux, il n'y a pas de livre, en fait. C'est ça que, après, c'est comme pour un film, c'est 50% la musique. Enfin, tu sais, genre, l'histoire est aussi vachement importante. Parce que tu as souvent un scénariste qui écrit le livre et la personne qui fait l'illustration. Mais
Non, en fait, juste parce que pour moi, je vois déjà mes amis qui galèrent pendant des mois à faire ça pour finalement gagner rien. Et en fait, je me dis, c'est tellement, ça prend tellement d'énergie pour finalement peu de rentabilité que je préfère aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de comment, c'est quoi l'avenir. En fait, je préfère me dire, je préfère prendre un projet qui est mieux payé, qui est plus court, parce que ça va me laisser plus de temps pour moi, pour voir mes amis, pour faire des expos. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Alors qu'il y a 20 ans, peut-être, enfin, il y a 10 ans. Il y a 50 ans, quand j'ai commencé. Sous Napoléon, j'aurais jamais osé, par exemple. Mais genre, voilà, c'est des trucs, aujourd'hui, je me dis, oh non, mais ça serait m'embarquer. Après, je trouve ça hyper... j'achète plein de livres créés par des illustrateurs et des BD et des livres pour enfants. Et je trouve ça trop bien et leur travail est incroyable, mais je pense que c'est pas pour moi. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi ce truc de... c'était peut-être un truc que tu voulais faire avant. Et là, en fait, il y a eu tellement d'autres trucs qui sont passés que t'as un peu ce truc d'accorder des priorités aux projets qui te font le plus rêver aujourd'hui aussi, tu vois. Donc, en ce moment, c'est plutôt les installations artistiques. Mais au final, c'est cool aussi parce que tu vois, ça touche aussi tout le monde. Enfin, que tu sois vieux, un enfant. Toi, tout le monde est content. Donc, tu sais, t'as les livres. Et puis, moi, j'aimerais bien continuer à faire ça. Donc, et puis, la substance des BD à l'époque, c'est de raconter des histoires. Et en fait, peu importe le support, on a moyen de raconter des histoires. C'est ça. Ça, en fait, tu le fais dans tous les trucs que tu fais. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, Et du coup, dernière question. Ça a été quoi ton plus gros défi artistique, mental ou autre en tant qu'indépendante ? Je dirais globalement essayer de toujours réussir à travailler sur des médiums différents. En fait, chaque nouveau projet est un nouveau défi en soi. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai construit ma vie, quoi. Au final, ou ma carrière, c'est je teste, j'ai trop peur, j'ai le sentiment de vertige, mais j'y vais quand même. Et après, en fait, je vois que ça marche. La prochaine fois, je vais pouvoir tenter plus. Et la prochaine fois, encore un peu plus. Et puis, en fait, au fur et à mesure, t'avances, quoi. Enfin, étape par étape, mais comme un enfant qui apprend à marcher, quoi. C'est bien cette métaphore, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais la réutiliser. Je ferai côte d'Alcafine. Ou alors, moi, je vois toujours comme une maison que tu construis, tu mets une brique, et puis tu sais, parfois, il y a des endroits qui vont s'effondrer, mais tu vas reconstruire. Et en fait, c'est juste du temps. Moi, je dirais, mais au final, genre, le défi, c'est toi qui te le mets. C'est un truc personnel. Donc, tu vois, demain, tu veux gravir l'Everest. Si tu veux avec Inox. Trouve ton Everest. Je dis ça, mais ça peut être autre chose, tu vois. Mais je pense que, voilà, ça, c'est indépendant, genre, à chacun. Et puis, moi, c'est ça, genre, mon plus gros défi, c'est de réussir à toujours aller plus haut. Les plus haut. Ouais, bien sûr. Évidemment. La team insupportable. Ça donne quoi en reverse, aller plus haut? On va passer du coup, on est sur une fin d'interview. Non, la chronique attend. On va passer aux questions rapides et curieuses déjà. Je vais te poser du coup une série de petites questions. Ça sera quelque chose ou quelque chose. Et voilà, tu réponds. Tu peux commenter si tu veux, sinon tu peux passer à la suivante. Est-ce que tu es prête? Oui. Mobile ou statique? Mobile. Musique ou silence? Alors, je dirais musique, mais franchement... PNL. Non, PNL direct, les gars. Non, et en plus, mais bon. Je dirais musique, mais avant, j'étais très, 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 très musique, et maintenant, de plus en plus, j'ai besoin d'avoir quand même mes moments de silence pour pas avoir mon cerveau qui est trop stimulé, parce que j'ai tendance à trop me stimuler avec trop de musique, genre des podcasts ou des trucs comme ça, puis parfois, genre, le silence fait du bien, mais pour travailler, musique à 100%. Ok. Extérieur ou intérieur? Je dirais le regard toujours tourné vers l'extérieur, donc que ça soit pour le voyage ou même là le fait d'être en France, c'est que je peux sortir en hiver et dehors il fait chaud et tout, c'est trop bien. Donc oui, extérieur, j'aime trop. Mister Oiseau ou Quentin Dupieux? Quentin Dupieux, je pense, parce que j'adore Mister Oiseau, mais j'adore ses films, et puis de toute façon il fait beaucoup moins de musique maintenant. Donc, salé ou sucré? Salé à 100%. Passé ou futur? Toujours futur. Montréal ou Paris? Je dirais Paris comme pour la culture, pour la beauté des bâtiments, pour la nourriture qui est incroyable. L'Europe, de façon générale, c'est fou. Ce continent est incroyable. Observer ou faire? On va rester dans l'action et le mouvement, je vais dire faire. Ok. Écouter ou parler?
Je pense que je suis une pipelette, donc je dirais plutôt parler, mais j'aime beaucoup écouter aussi. Quand je peux donner des conseils, j'aime beaucoup le faire aussi. Ok. Et enfin, musique ou voyage? Bah, voyage. Ok. Franchement, ça apprend tellement de choses. Ouais, non, vraiment. Et en vrai, l'un ne va pas sans l'autre, théoriquement. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'était super. C'était trop bien. Beaucoup trop cool. Beaucoup trop court Vous aussi. vous en doutez. Allez, Non, on va pas faire de chronique aujourd'hui. Je vous avoue que je me doutais un peu qu'on parlerait beaucoup. Mais donc du coup, je vous ferai la chronique sur un live du vendredi matin tranquillou. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. Bah, merci à toi. Cool. Franchement, c'était trop chouette. Merci à toi. C'était vraiment génial. Et c'était trop bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'émission encore une fois autour de vous. Ça me ferait trop plaisir. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des idées d'invités que vous voudriez voir dans l'émission. Ça fait trop plaisir aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bisous la team. Bisous. Arigato.